Hello à toutes et à tous. Enfin, à toutes et à tous, il n'y a encore personne en ligne. Donc j'attends un petit peu avant de commencer. En direct. Voilà, les gens apparaissent tout doucement. Salut à toutes et à tous. Salut Paolo. Salut Baptiste. Il n'y a que du monde qui arrive comme d'habitude. Écoutez, je vous remercie d'être présent pour ce live. Donc, salut Paolo. Donc, je vous remercie d'être présent. Salut Lolo. Sylvain de la Suisse. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, ça va très 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 bien. J'attends un petit peu, hein. Donc je vais pas tout de suite attaquer. Bonsoir tout le monde. Chin. Bon, c'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très très bien. Comme vous voyez, je suis bien installé sur le canapé là, puisque aujourd'hui, je vous propose un live spécial Barbe à Papa. Donc, bien sûr, je vais vous raconter l'histoire un petit peu des Barbes à Papa, la symbolique des Barbes à Papa, un petit peu leur plan aussi des Barbes à Papa, donc, etc. Donc, on va vraiment évoquer le sujet des Barbes à Papa et puis leur plan qui est ce NOM, donc Nouvel Ordre Mondial. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Après, il y aura aussi un petit peu un temps questions-réponses, donc je vais aussi vous laisser poser éventuellement quelques questions au, au terme, on va dire, de cette première heure sûre, donc, puisque je vais quand même évoquer ce sujet lors de la première heure. Voilà. Voilà, donc l'histoire des Barbes à Papa, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est que nous avons affaire à des êtres mutants, des êtres qui ont cette capacité de se fondre dans le décor et puis aussi de se transformer, c'est-à-dire de créer une illusion d'une certaine manière de quelque chose qu'ils ne sont pas. Et on comprend bien que les Barbes à Papa qui sont là, et ils sont invisibles d'une certaine manière, ce sont des personnes qui nous font croire qu'ils ne sont pas là, alors qu'en réalité, à travers le temps, c'est-à-dire à travers les siècles et les siècles et les siècles, eh bien, ils sont toujours parmi nous. Donc, ils changent un petit peu de forme, entre guillemets. On a Barbe à Papa qui va prendre la forme, on va dire, d'un empereur romain, et après, il va prendre la forme d'un dictateur dans l'histoire, donc, etc. Et là, on comprend à un moment donné que ces fameux Barbe à Papa qui contrôlent le monde, en fait, ce sont des familles. C'est une famille, bien sûr, les Barbe à Papa, avec Gribouille, Barbe à Mama et tout ça. Donc, ce sont des familles, en fait, qui nous contrôlent et qui n'ont jamais, probablement jamais perdu le contrôle de notre monde. Et tout ça grâce à ce système d'exploitation que j'évoque assez souvent dans des partages, que ce soit maintenant sous forme de live ou bien des petites capsules vidéo où j'explique le système d'exploitation qu'on appelle aussi le système babylonien. Donc l'histoire des Barbes à Papa doit commencer il y a environ quelques, je vais dire, siècles en arrière, parce qu'il faut savoir que nous avons aussi, et ça c'est aussi des informations qui sont très importantes de comprendre, c'est que l'histoire, comme on nous la conte, c'est-à-dire c'est vraiment un amas d'histoire, c'est-à-dire c'est un mensonge absolu. Donc il faut comprendre que l'histoire est probablement complètement fausse. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'une des dernières interventions de Michael Jackson a été justement de dire que les livres d'histoire étaient complètement faux, que tout a été réécrit, etc. Et donc, pour comprendre l'histoire des Barbes à Papa, il faut comprendre aussi qu'avant que ce soit eux qui contrôlent le monde, eh bien, c'était probablement les Kémites, le peuple kémite, c'est-à-dire un secret qui est tellement bien caché, tellement bien gardé, que probablement euh, et je vais dire même sur les 150 dernières années, il y a un énorme travail qui a été fait par ces élites, donc par ces Barbapapa justement, pour cacher le secret du peuple kémite.
C'est-à-dire les kémites, si vous allez sur le net, vraiment, il est très très dur de trouver de l'information sur ce sujet. Et encore, c'est toujours un petit peu, on va dire, voilà, c'est pas très clair, pas très net. Si maintenant vous n'êtes pas d'origine africaine et que vous vous intéressez pleinement à ce sujet, ça va être vraiment très dur de trouver de l'information sur les kémites. Donc, par contre, les Atlantes, les Hyperboréens, en fait, toutes ces conneries-là, là, vous en avez en profusion. Et là, on comprend aussi à un moment donné que déjà, rien que moi qui étais moi-même sur des sujets du style Atlantide, Hyperboréen et tout ça, ben, probablement ça, c'est des conneries qui ont été inventées de toutes pièces par les Barbapapas, justement, qui contrôlent aujourd'hui notre monde. Donc, il faut comprendre aussi que le monde hollywoodien, le monde du cinéma a joué un grand rôle dans justement cette manipulation historique. Et il faut comprendre aussi que Hollywood a été justement créé par les Barbapapa. Donc ces Barbapapa, Barbamama, donc qui ont des noms qui finissent toujours par un petit peu, on va dire, vous savez, Metro Goldwyn Mayer, des noms comme ça. Donc ce sont ces Barbapapa là qui ont créé Hollywood et qui ont aussi laissé entendre que, par exemple, le peuple noir, si vous prenez des films comme Autant n'emporte le vent, il faut s'imaginer qu'un film comme Autant n'emporte le vent, on est dans les années, que je dise pas de conneries, maintenant j'ai un petit bug, Autant n'emporte le vent, on doit être dans les années... ouais, c'est très vieux, on est au moins dans les années 30, 40 par là, donc il y a cette production qui est faite, et si on prend un petit peu le cas du peuple noir à cette époque-là, puisque c'est une histoire qui est basée sur la guerre de sécession, eh bien les Noirs, ils ont simplement des rôles, bien sûr, d'esclaves, de serviteurs et tout ça. Et donc on comprend bien que déjà à cette époque-là, tout est fait pour nous faire croire que le peuple noir a jamais joué un rôle important dans notre monde. Et même Tex Avery, donc aussi créé par les Barbapapa, bien sûr. Donc Tex Avery et aussi les dessins animés, vous savez, on a pour symboliser entre guillemets des personnes de couleur, donc des noirs. On aura même limite une créature qui ressemble plus à un singe qu'un humain, à la couleur noire et si possible avec un os dans le nez. Voilà l'image qu'on doit garder du peuple noir. Et là, il est intéressant d'observer que, eh bien, sur les 100-150 dernières années, il y a eu un énorme nettoyage de l'histoire, justement, où tout a été, comme je dis, blanchi. Blanchi, carrément. C'est-à-dire que même probablement le christianisme, si on prend maintenant la légende de Jésus, bien sûr, on nous raconte que c'est une histoire qui aurait voilà, plus de 2000 ans, à compter d'aujourd'hui, donc il serait né il y a plus de 2000 ans, le personnage. Mais il n'est pas impossible, et là ça c'est on va dire une théorie bien sûr, mais si on continue un petit peu à rester dans cette logique holistique, justement, qui permet de regrouper certaines choses, il n'est pas impossible que le christianisme était à la base une création kémite, encore une fois. C'est-à-dire que les plus anciennes églises chrétiennes qu'on peut retrouver se trouvent en Éthiopie. Donc, si vous connaissez peut-être le site, vous allez sur le net, vous marquez Lalibela, donc Lalibela, et là vous allez voir donc des bâtiments donc assez colossaux. Donc, c'est vraiment une construction très impressionnante de voir cette église en forme de croix qui a été complètement excavée de la roche, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui est creusé dans la roche et qui a la forme d'une croix. Et donc il faut s'imaginer que probablement le christianisme comme on le connaît, c'était d'abord une création entre guillemets kémite, c'est-à-dire on parlait donc d'un Christ noir. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que si on reste logique, le christianisme, normalement c'est la même légende que la légende d'Osiris et de son fils Horus, mais encore une fois, il faut vraiment s'intéresser un petit peu aux légendes et puis où on fait des liens entre ces différentes légendes, où on voit tout d'un coup que ben, le père et le fils ne font qu'un, et puis il y a aussi un personnage qui souffre énormément. Bon, dans le christianisme, ça va être le Christ qui souffre par la croix, et on connaît ce fameux chemin de croix où le personnage il est amené à porter cette croix, et il y a les fameuses 14 ou 15 stations. Donc c'est ou 14 ou 15 stations, le chemin de croix. Et c'est intéressant de voir que le dieu Osiris, donc lui, il subit aussi une sorte de souffrance, mais c'est le corps, la forme du corps qui représente une croix, et il est démembré
en 14-15 morceaux. Et là, on voit déjà bien des liens entre cette légende d'Osiris qui va mourir, qui va donner la possibilité, donc sa mort va donner la possibilité à la renaissance, sa propre renaissance à travers son fils Horus. Et là, on voit aussi que dans le christianisme, là, c'est pas Osiris, c'est le fils carrément qui souffre par la croix, mais on a aussi toujours ce lien entre le Père et le Fils qui ne font qu'un. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que probablement que le christianisme, c'est, on va dire, une nouvelle version du culte d'Osiris et de Horus. Donc, c'est pour ça que les origines viendraient d'Afrique, de l'Éthiopie, donc avec ces bâtiments que je viens de vous décrire, donc le site de Lalibela. Et donc, à la Renaissance, lors de la Renaissance, c'est là où les Barbapapa vont commencer à prendre le contrôle du monde. Donc, on est à 500, 600 voilà, années de recul par rapport à notre temps actuel, donc c'est pas si loin que ça non plus. Donc nous avons des élites qui sont blanches, donc qui prennent le contrôle du monde, c'est-à-dire il y a une sorte de basculement, on va rentrer dans une nouvelle ère, d'ailleurs on appelle bien cette période la Renaissance, et donc c'est là où il y a le premier basculement qui s'effectue, où on parle de certaines familles, donc les familles des Barbapapa, bien sûr, donc, mais qu'on appelle aussi la noblesse noire, Black Nobility, la noblesse noire. Et là, on peut citer des noms comme les Medici, les Médicis, donc les Borgia, qui avaient des papes et des personnages très importants d'un point de vue, bien sûr, économique, théologique, puisqu'on parle de papes, etc. Et parmi eux, donc, il y aurait un fils Borgia qui s'appelait Cesare Borgia, et c'est lui qui aurait donné justement cette image de Christ blanc. Voilà, donc il avait aussi un peu de barbe, il avait les cheveux un peu longs, et c'est ça qui aurait donc donné cette image d'un Christ comme on le connaît aujourd'hui. Donc c'est là donc que cette légende, qui est à la base une nouvelle version du culte d'Osiris et de son fils Horus, qui donc est écrit par les Kémites, où on comprend alors que les origines du christianisme viendraient de là, donc ça va être après blanchi, on va en faire une version blanche, et donc le christianisme dit moderne ou blanc, il n'aurait pas plus que 500-600 ans. Et là on comprend même éventuellement que justement les fameuses reliques qu'on retrouve, comme par exemple le fameux linceul, donc ce fameux ce linceul dans lequel le Christ aurait été enveloppé d'une certaine manière, où ils ont même fait des tests au carbone 14 pour savoir sa date de quand. Et là, ils voient bien qu'ils ont estimé donc que la date n'allait pas beaucoup plus loin que la Renaissance. Donc, ce serait simplement pour vous expliquer déjà un exemple de montrer combien l'histoire a été complètement, on va dire, pervertie. Donc, elle a été complètement inversée, que tout ce qu'on a, c'est-à-dire toutes nos connaissances, tout je vous dis, c'est une orgie de preuves à un moment donné. Quand on s'intéresse vraiment à ces sujets, on commence à comprendre qu'il y a des traces partout du peuple noir. Donc ces fameux singes, vous savez, hollywoodiens, donc des personnages qui nous sont dépeints comme étant des esclaves et que des esclaves, ou bien des cannibales, des abrutis, des choses aussi bêtes que pas possible qu'on va retrouver chez Tex Avery, par exemple. Donc on voit bien que les Barbapapa ont justement, à travers cette création hollywoodienne, nous inceptionnent de fausses informations pour nous faire croire certaines choses qui n'ont jamais eu lieu. Maintenant, je vais vous prendre un autre exemple, par exemple le fameux film Les 10 commandements de Cécile B2000, où c'est l'histoire donc de Moïse, qui n'a jamais existé. Moïse, c'est un personnage purement fictif. Il faut comprendre que Moïse, c'est la version Barbapapa de la version kémite, donc du dieu Amon-Ré. Si maintenant vous observez l'image du dieu Amon-Ré, vous verrez que ce dieu, il est représenté sous deux aspects différents. Soit il a une tête de faucon avec un serpent au-dessus de la tête, donc un cobra, avec un disque solaire à l'intérieur. Donc ça, c'est une façon de représenter le dieu Amon-Ré, mais on peut le voir aussi avec une tête d'homme, et sur la tête, il a comme deux grandes paraboles comme ça. Donc ça ressemble... Bon, ils disent que c'est des cornes, ou ils parlent que c'est des plumes et des choses comme ça. Mais en réalité, c'est rien. Plus tard, quand les Barbapapa vont créer leur Moïse, leur fameux Moïse, on comprend que ce Moïse qui tient les tables de loi dans ses bras, en fait, c'est les deux tablettes que le dieu Amon-Ré a sur la tête, et c'est pour ça aussi que Moïse est souvent représenté avec des cornes sur la tête. Ou bien il y a comme des petits halos, comme un commencement de lumière qui part du crâne, donc comme deux petits halos, ou bien même si vous regardez la version
de Michel-Ange au Vatican. Donc, il y a une statue de Moïse où on le voit avec des cornes sur la tête. Donc, c'est simplement pour expliquer ce personnage aux cornes qui tient des tables de loi dans les bras, des tablettes. D'accord? En fait, c'est le dieu Amon-Ré des Kémites. Donc, c'est toujours un copier-coller d'une version plus ancienne. Et puis après, ils vont dire, mais ça nous appartient, c'est nous, c'est notre histoire. Et là, on comprend donc à un moment donné que l'histoire des Barbapapa, elle n'est pas si ancienne que ça. Donc, c'est des personnes qui contrôlent le monde depuis quelques siècles seulement, qui se sont fait, enfin, un travail gigantesque pour tout blanchir d'une certaine manière. Mais comme on dit, bien sûr, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et là, à un moment donné, il faut s'imaginer à quelques siècles en arrière, il était encore possible de cacher des choses, de détruire des choses. Vous savez, c'est pas pour rien que les conquistadors, quand ils vont dans le Nouveau Monde, de l'autre côté, ils ont pour mission, entre autres, de détruire toutes les traces des codex, soi-disant des Mayas, des Aztèques et tout ça. Mais en réalité, c'est pas forcément pour détruire la connaissance des Aztèques ou Mayas, c'est pour carrément détruire la connaissance des Kémites, puisque les Kémites étaient aussi du côté amérindien, puisque même les cultures Mayas, Aztèques, Incas tirent leurs origines, c'est-à-dire toutes les connaissances de ces peuples-là viennent de peuples encore plus anciens qu'on peut appeler les Olmecs et donc je vous invite d'aller sur le net, d'aller sur Google et vous marquez le mot Olmec et vous verrez la tête d'un Olmec. Donc un Olmec, c'est quand même une tête qui fait 3 mètres de diamètre avec des lèvres. Comme ça, bien large, le nez bien épaté. Donc on a des traits négroïdes, donc de personnes de couleur qui étaient déjà du côté qu'on appelle donc les États-Unis, l'Amérique du Sud et tout ça. Donc on voit qu'il y a des traces de peuples noirs bien avant cette histoire d'esclaves qui auraient été... parce qu'officiellement, bien sûr encore d'un point de vue historique officiel ou bien Hollywood, le peuple noir a seulement touché le sol américain avec l'esclavagisme, qui est probablement un mensonge absolu. Vous savez, quand Michael Jackson, il nous chante la chanson, là on est avec l'album, un album comme un fameux album où il y a parmi ses chansons, une chanson qui s'appelle Do You Remember the Time? Tu te souviens du temps. Et donc déjà cette phrase, Do You Remember the Time? Ça veut dire bien ce que ça veut dire. Tu te souviens du temps. Quoi? Le temps de quoi? Ben regardez ce qu'on nous montre. Michael Jackson, au lieu d'aller chercher un acteur sémite, quelqu'un qui a une peau, entre guillemets, pas vraiment négroïde, donc pas noir, profond, il va chercher Eddie Murphy. Donc un acteur connu qui est Black de chez Black, c'est vraiment un acteur noir, et il va chercher une top modèle noire aussi, donc qui s'appelle Imam, pour incarner la reine d'Égypte. Donc pourquoi est-ce que Michael Jackson va chercher deux acteurs, deux personnes de couleur noire pour incarner le pharaon et la reine d'Égypte? Et en disant Do you remember the time? Il est clair que Michael Jackson, déjà quand il a 10 ans et le photographe lui demande de faire une photo en faisant comme ça, donc il rentre dans la cour des Barbapapa. Et à partir de là, bon, quand il a 10 ans, bien sûr, Michael, il fait ce qu'on lui demande de faire. Et très jeune aussi, donc il a été forcé de rentrer là-dedans, c'est-à-dire son père, probablement franc-maçon, je ne sais pas quoi. Donc son père va faire en sorte que sa famille, ses fils deviennent populaires, et sûrement avec une aide des Barbapapa derrière. Donc, mais comprendre que Michael, plus tard, dans les années qui vont venir, c'est-à-dire quand il va avoir 20 ans, 30 ans, etc., ben bien sûr, après, à partir du moment où il a cet âge-là, et il sait certaines choses, il sait qu'il est instrumentalisé par le système des Barbapapa, mais il va pas forcément le dire ouvertement. Comme beaucoup d'artistes sont tout le temps en train de nous balancer des informations, mais ils n'ont pas le droit de le dire directement. Parce que s'ils ont le malheur de oser l'évoquer directement, ou bien de montrer vraiment qu'ils sont plus vraiment, comment dire, auto-influençable, c'est-à-dire on voit aussi l'histoire de John Lennon. Au début, John Lennon, quand il fait partie des Beatles, c'est tout ça, il fait ce qu'on lui demande, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il commence à se rebeller, ben, ça va pas durer très longtemps, et puis là, hop, les Barbapapa vont le virer, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il a même dit, John Lennon, il a dit quand même à un journaliste américain, je sais que moi et mon groupe, nous allons connaître un succès comme aucun groupe n'a connu précédemment, je le sais parce que pour cela, j'ai vendu mon âme au diable. Mais c'est pas au diable, j'ai vendu mon âme au Barbapapa. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc à partir de ce moment-là, John Lennon, en disant déjà des phrases comme ça,
ils jouent avec le feu. Et Michael a fait la même chose, c'est-à-dire ces personnes ont une chape de plomb sur le dos, ils savent exactement, ils ont des secrets, ils savent des choses que la plupart des personnes n'ont pas. Et automatiquement, nous avons donc affaire à des personnes qui ont des états d'âme, bien sûr. Il y a des personnes qui ne se laissent pas pervertir, comme Michael Jackson était probablement un de ceux qui a été entraîné dès le plus jeune âge à rentrer dans la famille des Barbapapa, mais quand il va commencer à vieillir, il n'est pas d'accord avec tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'ils vont essayer de le casser avec ces histoires de pédocriminalité, auxquelles je n'adhère mais absolument pas. Pour moi, cet homme était complètement asexué, il n'a jamais touché un enfant, du moins surtout pas de manière, on va dire, déplacée. C'était, pour moi, c'est impensable d'imaginer cela. Et donc, ils avaient du mal à le contrôler. Et quand il a 50 piges, donc quand il commence à balancer des trucs parce qu'il n'en peut plus, c'est là qu'ils disent, bon, maintenant, il va falloir le virer. Et donc, là, on comprend que l'histoire, encore une fois, quand on s'intéresse vraiment, mais c'est pas seulement de s'intéresser, c'est mais aussi d'aller chercher justement de l'information qui, bien sûr, qui n'est pas dans un livre d'histoire. Parce que si on me demande où sont mes références, je vais dire, bah écoute, les références sont celles d'un autodidacte. Je vais sûrement pas chercher de l'information dans des livres qui sont publiés par les Barbapapa, voyons. Donc c'est logique, je veux dire, à un moment donné, on comprend que tout ce qui est imprimé, tout ce qui est diffusé, c'est de l'information qui est contrôlée. Donc il faut faire un travail d'autodidacte et de trouver des éléments, entre guillemets, qui prouvent d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'après, quand on commence à, bien sûr, à faire ce travail de puzzle, on se dit, il y a quelque chose qui cloche là. Et donc, pour moi, on va dire que la preuve ultime, on va dire en gros, c'est-à-dire, ça c'est comme si vous avez un énorme gâteau et vous mettez de la crème chantilly au-dessus, et puis tout en haut, vous allez mettre cette petite cerise rouge pour finaliser le tout. Et donc, quelque part, c'est cette petite cerise rouge là qui est pour moi la preuve absolue que le monde est complètement, notre histoire est complètement fausse. Et cette preuve, c'est par rapport à ce mot amour, donc tout simplement. Donc si on prend les origines du mot amour, bien sûr, si on reste dans l'étymologie, on va faire la recherche, bien sûr, on va tomber sur un mot latin ou grec, donc amor, A-M-O-R. Et puis on va dire, bah oui, c'est de là que vient le mot amour français. Déjà, quand on l'écoute en langue des oiseaux, on entend bien âme-our. Et l'âme, donc ça veut dire l'âme qui rentre dans l'our. Et l'our, chez les alchimistes, c'est la lumière en fait. Maintenant, ça n'a rien à voir avec cette lumière qui est en train de m'éclairer actuellement. La lumière des alchimistes, on va dire, c'est plutôt de la non-lumière. C'est pas de la lumière donc tridimensionnelle, mais c'est l'espace invisible de la source mère. C'est-à-dire, c'est l'information, c'est le fait de fusionner, puisqu'on comprend que l'amour, c'est la dissolution, c'est quelque chose qui se dissout. Quand on rentre dans l'amour absolu, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, ce qui est si maintenant dans la 3D, on peut dire le contraire de l'amour, c'est la peur. En réalité, le contraire de l'amour, c'est le néant, c'est l'inattention, le fait de ne pas porter de l'attention. Puisque quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, on lui porte de l'attention. Mais ça, c'est l'amour, on va dire, tridimensionnel, porter de l'attention. Après, le contraire de l'amour tridimensionnel, c'est la peur. Il n'y a rien de plus bas que la peur. Et la peur, quand on l'écoute bien, on entend le mot happé, quelque chose qui est happé. Donc vous avez de l'eau dans votre baignoire, vous retirez le bouchon, qu'est-ce qui se passe? L'eau va couler, vous mettez votre main, la main elle est happée, donc elle est aspirée vers le bas. Donc on comprend que la peur, ça veut dire quelque chose qui se comprime. D'accord? Symboliquement, c'est la coagulation, quelque chose qui se contracte. Alors que l'amour, ça c'est le contraire, c'est quelque chose qui se dissout. Voilà. Et on comprend automatiquement aussi que plus on rentre dans cet amour inconditionnel, parce que là on comprend qu'il y a deux formes d'amour, il y a l'amour humain, là on peut dire que c'est porter de l'attention, je porte de l'attention, la personne que j'aime me porte de l'attention, on s'auto-envoie de l'énergie mutuellement, là on comprend encore une fois le mot le couple aimant, bien sûr on a un aimant, un plus, un moins, donc deux forces qui s'attirent, et automatiquement il y a un rapport énergétique, donc un échange énergétique entre les deux entités, ça c'est l'amour humain, et le contraire de l'amour humain, c'est la peur. Mais l'amour, l'âme our, ça c'est l'amour inconditionnel. Et là on comprend que ça c'est la dissolution, c'est quelque chose qui se dissout.
Donc c'est ça lourd, la lumière. Ça n'a rien à voir avec la lumière tridimensionnelle. Et là, quand je vous dis que le mot amor, d'accord, le mot latin, grec, latin, donc on nous raconte que le mot amour, ça viendrait du grec et du latin. Mais la question, il faudrait se poser, oui, mais ce mot amor, en latin, en grec, il vient d'où? Et là, comme, tiens, c'est bizarre, on le trouve en Afrique. Amahuru, Amahuru. Et là, on se dit, attends, je vais revoir un film hollywoodien des Barbapapas, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Ah, les Noirs, ce sont des cannibales, ce sont des gens stupides, ce sont des personnes qui viennent tout juste de descendre d'un arbre, ou bien des esclaves dont autant n'emporte le vent, etc. Mais on découvre que les mots français nous proviennent du peuple noir, et pas le contraire. Et ça, c'est important. C'est pas le colonisateur blanc qui descend en Afrique et qui dit aux singes, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas utiliser le mot amour, et que ce mot amour deviendrait amahuru. Non, non. Ce sont des peuples noirs qui régnaient sur Terre, qui avaient un contrôle total sur la planète entière, qui ont créé tous les mots, et probablement toutes les langues de ce monde tirent leurs origines de ce langage-là, dont le fameux mot amahuru, qui va devenir amor, en grec et en latin, qui va devenir plus tard en français amour. Donc ça, c'est pour moi une preuve irréfutable du mensonge auquel nous sommes confrontés. Et quand j'entends les chercheurs de vérité, avec les Atlantes, les Hyperboréens, les Lémuriens, et patati patata, mais je dis, vous ne comprenez pas que ce sont des quenelles qui nous sont balancées à longueur de semaines, de mois et d'années pour nous détourner de cette recherche par rapport au peuple kémite, à l'histoire réelle de l'humanité. Puisqu'encore une fois, même si les Kémites étaient des personnes qui avaient la peau noire, et je vous en ai déjà parlé, donc noir charbon, attention, hein, on est vraiment dans un noir tellement profond qu'on a limite une peau bleutée. Et que le peuple noir d'aujourd'hui est quantiquement, entre guillemets, ou vibratoirement plus proche, mais c'est un sujet qui nous concerne tous, puisque c'est l'histoire de toute l'humanité qui est cachée là derrière. Donc on comprend que les barbapapas qui ont le contrôle aujourd'hui de notre monde ont intérêt à tout faire pour cacher ce secret-là, puisque derrière cette histoire-là, c'est-à-dire cette histoire réelle, qui est notre histoire commune, on aurait toutes les clés, toute l'information dont nous avons besoin pour réussir à justement inverser le processus qui a été créé par les barbapapas, donc cette inversion de toute l'histoire, d'avoir transformé le matriarcat en patriarcat, d'avoir fait de la déesse mère Isis, puisque j'ai vu que quelqu'un a écrit avant, il a justement parlé de la Vierge Noire, etc., qu'on va retrouver dans le christianisme, donc de cette Vierge mère qui enfante l'enfant Jésus, Jésus, Héru, Horus, etc. Donc c'est quoi la Vierge? Pourquoi elle est vierge? Pourquoi est-ce qu'elle met un enfant masculin au monde? Quel est ce combat que va mener ce garçon contre son père obscur, etc. Est-ce que c'est un combat extérieur ou bien est-ce que c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous? Vous comprenez? Donc comprendre que toutes ces légendes ne font rien d'autre que de parler de notre intériorité, la terre à l'intérieur de nous. Donc c'est ça la base des légendes, de comprendre que tout se joue à l'intérieur et tout ce que nous observons à l'extérieur, c'est une projection de ce conflit intérieur. Donc encore une fois, une inversion qui a été faite, où aujourd'hui tout le monde va chercher des sauveurs, des bourreaux, des victimes, ils vont à l'extérieur. Alors qu'en réalité, l'extérieur n'est rien d'autre qu'une projection de notre intériorité. Comme je vous l'ai dit au début, le point fort des Barbapapas, justement, c'est qu'ils connaissent la psychologie humaine. Ils savent exactement comment manipuler le moldu. Hein. Encore, je me suis fait engueuler aujourd'hui parce que j'ai parlé des moldus comme si je serais méchant avec les moldus. Je ne suis pas méchant avec les moldus. Un moldu est un moldu. Il dit oui, mais c'est aussi péjoratif que si tu les traitais de moutons. Je dis ce sont des moutons. D'ailleurs, nous étions tous moutons avant de commencer à entamer une certaine forme d'éveil à certains degrés, donc pour chacun. Mais bien sûr que j'étais moldu et que j'étais mouton, et je l'assume pleinement, je l'avoue. J'ai bien sûr été un mouton qui pensait qu'aller voter, ça pouvait changer le cours de l'histoire, ou bien que ça avait une influence dans ce qui se passe dans le monde, ou bien je pensais aussi que d'aller chez le docteur, de me faire vacciner, ou des choses comme ça pouvaient m'aider dans ma santé, des choses pareilles. Donc bien sûr que j'étais un moldu et j'étais un mouton. Ça ne veut pas forcément dire, quand je évoque le mot moldu, de dire ce sont des abrutis ou des imbéciles.
Mais à un moment donné, c'est de prendre conscience que pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas plus, pourquoi ça avance pas? C'est parce que les barbapapas connaissent exactement le fonctionnement psychologique de l'humain. Et c'est là un petit peu ce qui est important, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, qui sont les barbapapas en fait? On n'en a rien à foutre. On s'en fout. Ça sert à rien, même si on pouvait les localiser, leur couper la tête. Vous connaissez la légende de l'hydre de Lerne, et que je te coupe une tête, il y en a 3 autres qui vont pousser derrière. Si nous ne changeons pas notre façon de fonctionner, le système sera toujours le même, puisque eux sont quelque part une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire c'est aussi une extériorisation de notre partie, entre guillemets, la plus mécanique, la plus cartésienne. En fait, eux, ils sont tout simplement euh, la partie blanche, donc la partie robotique de notre façon de fonctionner. C'est le mental dans toute sa splendeur, mais ce mental dans son sens robotique, carré, qui veut tout contrôler, comme une machine, comme un robot. Et ces personnes, c'est pas pour rien qu'ils vouent ces barbapapas, donc eux, ils vénèrent d'une certaine manière Lucifer, donc parce qu'il représente justement cette partie mentale masculine, justement. Donc nous sommes dans la perversion aujourd'hui, donc dans la version du père. Le matriarcat, ça c'est donc l'éphémère, comme je l'appelle. L'éphémère, quand on entend bien le mot éphémère ou bien l'éphémère, c'est quelque chose qui change, qui peut tout le temps évoluer au gré des pensées, au gré de l'imaginaire. Quelque chose d'éphémère n'est pas quelque chose de constant. Alors, et donc, le matriarcat, c'est une façon de fonctionner. Alors que dans le patriarcat, là, nous sommes dans la version du père, donc la perversion, et ça, c'est justement le mental qui contrôle tout. Et là, on rentre dans quoi? Dans le système monétaire, dans le système juridique, les lois, donc les choses carrées. On veut tout contrôler à l'extérieur, et plus on veut contrôler, et plus ça devient complexe, puisque le fait de vouloir contrôler une partie sous-entend qu'il faut après contrôler l'autre partie, qu'il faut contrôler l'autre partie, puisque tout est imbriqué l'un dans l'autre. Et là, ça devient une sorte de casse-tête chinois, mais qui est, on va dire, entre guillemets, qu'on peut éventuellement contrôler, mais ça demande de robotiser les choses. Et c'est justement ça aussi, le plan des barbapapas, d'une certaine manière, je l'ai déjà expliqué combien de fois, que leur plan, c'est le transhumanisme. C'est de basculer notre monde d'un monde, entre guillemets, biologique à un monde purement synthétique. Et c'est intéressant quand des personnes nous parlent de matrice artificielle, des choses comme ça, comme si on serait emprisonné dans une matrice artificielle. Je dis, mais ça, ce sont des conneries, encore une fois. Je ne sais pas comment les gens ils peuvent s'imaginer que nous serions dans un ordinateur, nous serions, ben là, c'est des gens justement qui se laissent trop influencer par la science-fiction et qui n'arrivent pas à comprendre comment dire, le côté symbolique de la science-fiction. Ils prennent la science-fiction au premier degré. Alors qu'en fait, il faut toujours se comprendre que le monde du cinéma, ils expliquent des choses à travers l'image, à travers des symboles, des choses donc qu'il faut comprendre après d'un point de vue ésotérique. Et donc, le transhumanisme, quand on parle de matrice artificielle, qui disent nous sommes déjà dans une matrice artificielle et nous sommes une illusion et patati, ils ont raison, ils ont tort. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un maya, dans une illusion synthétique, nous sommes dans un maya quantique, biologique. Puisque c'est vrai que la matière, c'est rien d'autre que des ondes et des fréquences, des vibrations. Donc nous sommes dans un univers qui est comme un hologramme, mais ce n'est pas un hologramme informationnel ou bien synthétique qui vient d'un ordinateur. Par contre, si on continue à faire les imbéciles, et bien sûr les barbapapas sont derrière tout ça pour nous entraîner vers ça, nous sommes en train de créer une matrice artificielle. À travers la robotisation, l'intelligence artificielle et des choses comme ça, des produits comme ça, nous sommes tout doucement en train de synthétiser, de robotiser ce qu'on appelle donc le biologique. Et c'est là on comprend que le plan des barbapapas, c'est tout simplement de passer d'une ère, on va dire, purement quantique et biologique vers une ère beaucoup plus synthétique. D'ailleurs, les films de science-fiction, ils nous montrent un monde futuriste très robotique, où on a d'une part des robots qui sont complètement robots, des humains androïdes, donc des parts biologiques mélangées à des parts mécaniques et tout ça. Donc, toutes ces choses-là qu'on voit au cinéma, on voit bien que petit à petit, on va vers ça. Et là, on voit que aussi,
Si on comprend qui sont les Barbapapa, justement, eh bien, c'est comme par hasard dans des régions, voilà, qui sont un peu plus loin, qui sont à une certaine distance de l'Europe, où on découvre justement des villes de plus en plus automatiques, donc comme Dubaï, des choses comme ça. Mais là, il y a un sacré projet qui s'appelle Neom. Donc, ils veulent vraiment carrément construire une ville 100% automatique. Et là, il faut s'imaginer qu'on parle, c'est intéressant aussi le mot néum, puisque on a la lettre N, E, O, M, on a déjà le nouvel ordre mondial qui est caché à l'intérieur, mais on l'appelle néum donc, et ça va être, donc c'est vraiment un monde, comme dans les films de science-fiction, automatique, autoroute automatique, véhicule automatique, voilà, les distributeurs, les magasins qui seront automatiques et tout ça. Donc vraiment quelque chose de très futuriste d'une certaine manière, mais qui bien sûr sera simplement accessible à des nantis, des personnes qui sont pas millionnaires. On parle de personnes qui sont milliardaires, des personnes qui sont riches au-delà de tout entendement. Et là, on voit que ben, c'est ça qu'ils veulent. Donc ils veulent ça, et c'est tout à fait logique, puisque c'est le produit ce monde-là est le produit de personnes qui fonctionnent principalement dans le mental et que dans le mental, c'est-à-dire des personnes qui veulent tout contrôler par le mental. Vous savez que je suis un petit peu l'avocat du diable. Le mental, pour moi, ça restera toujours un sujet extrêmement intéressant puisque moi j'ai compris que quand on a affaire à certains groupes New Age et tout ça qui sont en train de nous dire oui, il faut sortir du mental, il faut sortir de l'ego c'est notre ennemi et tout ça. Mais je dis non, c'est pas notre ennemi. Le fait de pouvoir dans la 3D, le fait de créer une personnalité qui s'identifie et qui arrive à se différencier d'une autre personne, c'est pas le mal. Le mal, c'est justement quand on rentre dans le culte de l'ego et que justement, on rentre dans l'égocentrisme. Mais le mental, c'est aussi un instrument qui est intéressant. Et j'avais posé une question aujourd'hui sur mon mur Facebook où j'ai expliqué si c'est le mental, de par sa dualité, puisque le mental, il est toujours dans le plus et le moins. À partir du moment où l'enfant commence à se reconnaître dans le miroir, d'abord, je vais vous réexpliquer une fois, nouvelle donc, je l'ai déjà dit 1000 fois. L'enfant, quand il vient au monde, quand un enfant vient au monde, sa conscience est tournée à l'endroit. C'est-à-dire, autant il sort d'un corps féminin, autant cette conscience sort de la source mère. C'est-à-dire que cet enfant, il est dans l'innocence. Donc sa conscience, elle est tournée à l'endroit. Et quand vous donnez un objet à cet enfant, à ce bébé, n'importe quoi, il ne peut pas dire c'est à moi, parce que sa conscience ne peut même pas encore concevoir c'est quoi le moi-je. D'accord? C'est-à-dire que cet enfant, il est encore dans un esprit, dans une conscience globale. Tout ce qui est autour de lui fait partie de lui. Donc, il n'y a aucune séparation entre lui et le monde extérieur. Arrive ce fameux miroir qui, donc l'enfant va, comme le miroir, va commencer à réfléchir. Et c'est là que, donc, après cette fameuse naissance, la première naissance, c'est celle du corps physique. D'accord? Donc, c'est là que naissent les sens, où il y a cette entité qui va faire l'expérience de la 3D à travers ses sens. Mais quand il va commencer à réfléchir dans le miroir, il va avoir une reconnaissance. Donc il y a une deuxième naissance et c'est celle de l'ego. Et à partir de là, à partir du moment où il se reconnaît, il va se séparer des autres. Et c'est ce qu'on appelle le diable, le diabole. Donc, pour ceux qui cherchent le diable, vous avez seulement besoin de regarder dans le miroir. Vous vous reconnaissez, c'est cuit. À partir du moment où on se reconnaître, il y a une deuxième naissance. L'autre à côté, c'est plus moi, il y a une division qui est faite. C'est pour ça aussi que le mot diviser, le mot diable commence comme diviser, celui qui divise. Donc on rentre dans la division. Et là, quand vous donnez à cet enfant un objet, eh ben là, il va dire c'est à moi. L'ego est créé, c'est-à-dire c'est à moi, il devient possessif. Mais il ne va pas seulement posséder des objets, il va posséder des informations auxquelles il va s'identifier. Date de naissance, nom, prénom, nom de famille, nationalité, religion, région, etc., il va commencer à se définir. Et là, avant, il était tourné à l'endroit, mais là, il est tourné à l'envers. Et c'est ça notre enfer, qui nous divise de l'extérieur, du monde extérieur. Donc, je commence à me définir, et le contraire dans le dictionnaire du mot définir, c'est l'infini. Donc, on comprend que plus la personne va se définir, et plus il se déconnecte de l'infini, c'est-à-dire du tout,
c'est-à-dire ceux qui étaient à l'endroit, la connexion à la source mère, c'est-à-dire un accès total à toute l'information de l'univers. Et c'est aussi pour ça qu'on dit la connaissance. Accès à la connaissance. Donc là, il va commencer à retourner sa conscience, il se reconnaît, il se divise des autres, la partie mentale va prendre le dessus sur la partie instinctive, et là, il va commencer, sa mémoire va commencer à enregistrer, et il s'identifie à toute cette information-là. Et puis là, après, on ne parle plus de connaissance, là, on va parler de savoir. Voilà, voir ça, les choses qu'il va voir, qu'il va enregistrer. Et donc, il y a des personnes qui peuvent vivre toute une vie en ne faisant rien d'autre que de rabâcher des informations qu'ils ont lues ou vues dans une vidéo ou quoi que ce soit. Mais le côté artistique, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information à la source mère, c'est-à-dire de se laisser inspirer, d'accord, et de créer, d'accord, puisque ma voix, moi, c'est celle de l'alchimie, donc c'est-à-dire alchimie, donc le spiritus, on va chercher l'information donc dans le quantique, etc. Et c'est ça aussi le grand art, donc on comprend que l'alchimie, chaque être humain est un alchimiste, donc est un artiste, que le chef-d'œuvre, c'est la personne elle-même, que c'est le grand art, donc, et c'est une approche artistique, c'est-à-dire de se laisser inspirer par la source mère. Donc, à partir de là, on comprend que cet enfant, il a transformé quelque chose, il est passé d'un état où il était connecté au tout, il se déconnecte, mais seulement d'une manière illusoire, parce que la connexion, elle est toujours là. On est toujours connecté. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent « Ah, moi je suis un channel » ou « Moi je suis un médium ». Ben oui, je veux mon neveu. On est tous connectés, on reste connectés. Mais c'est simplement qu'à partir du moment où il y a la reconnaissance, la partie mentale va prendre le dessus et l'humain, il aura plus tendance à se fier sur sa partie mentale que sur ses instincts, sur son instinct, les intuitions, donc les choses qui viennent comme ça, vous savez, ces petites informations qui vous disent toujours au bon moment ce que vous devez faire, mais auxquelles vous n'allez pas forcément faire attention, puisqu'il y a le perturbateur, le mental, qui vient dire à l'intuition, qu'est-ce que tu fous là, le robot que je suis a l'habitude de faire ça. D'accord. Et c'est là, à un moment donné, qu'on comprend tout ce que je suis en train de vous dire là. C'est simplement pour vous expliquer que les barbes à papa, ils connaissent le fonctionnement de A à Z, puisqu'on n'a jamais, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on fonctionne depuis la nuit des temps, et quand je dis la nuit des temps, pour moi, il n'y a jamais eu de commencement. N'oubliez pas que pour moi, la théorie de Darwin, bien sûr, mais le Big Bang, connerie, connerie, connerie. Il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais de fin. Tout ce qui était est et sera a toujours été là, dans tous les états imaginables. Donc, encore une fois, il y a seulement un esprit mental qui observe à l'extérieur une naissance et une mort, qui se dit, bah, si nous, on connaît ces deux états-là, l'univers, il a dû connaître ça. Mais encore une fois, c'est une aberration de penser que l'univers est connu, donc un commencement et connaîtra une fin. Donc, je vous dis, c'est tellement vaste ces sujets, on est d'accord pour expliquer, on est d'accord pour dire que les barbes à papa connaissent le fonctionnement de A à Z, comment nous fonctionnons. Et comme nous sommes tellement prévisibles, puisqu'on n'évolue pas, donc ce sont des magiciens. Le magicien, le prestidigitateur ou bien l'illusionniste, justement, ce sont des personnes qui donnent aux personnes l'illusion que ce sont les spectateurs, par exemple. Les spectateurs pensent avoir le choix, c'est eux qui décident, mais en réalité, c'est eux qui décident de tout à l'avance. Et ça, c'est une technique. Donc, je vous dis tout simplement, même si vous faites les personnes qui font de la technique de vente et tout ça, ils apprennent en fait cette manipulation de faire croire que c'est la personne qui est en face de vous qui contrôle la chose, alors qu'en réalité, c'est eux qui contrôlent tout. Et je vous dis, ça, ce sont des techniques qui sont là depuis toujours. Et ce qui était, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire si ça fonctionnait il y a 500 ans en arrière, et c'était même encore plus facile, entre guillemets, mais aujourd'hui ça fonctionne très bien, puisqu'on a plus de moldus autour de nous que de personnes qui s'éveillent réellement et qui se disent « Waouh, je commence à rentrer dans la même façon de raisonner que les barbes à papa, je commence à comprendre leur technique. » Et c'est là même à un moment donné où on commence même à les admirer, on se dit « Chapeau les gars ». Vraiment, parce qu'on commence à devenir même plus, on n'est plus forcément victime de leur manipulation, puisqu'on prend de la hauteur et on observe, on se dit, et on regarde le jeu, on se dit, waouh, chapeau les gars. Et là, on voit que la masse populaire, une grande partie de personnes, voilà, il y a un trou, allez, on va direction du trou, et puis on va tomber dans le trou. Donc, eux, ils ont un plan,
En plus, ils nous le cachent même pas leur plan. C'est ça en plus qui est rigolo, c'est que si maintenant ils nous feraient des cachotteries, qu'ils nous feraient les trucs derrière dans le dos comme ça, non. Depuis le commencement, les origines d'Hollywood, ils nous montrent leur plan. Ils ont même appelé donc les Barbapapa qui ont créé Hollywood. Ils ont appelé un réalisateur allemand qui s'appelait Fritz Lang. Ils l'ont appelé aux États-Unis pour faire le fameux film Metropolis. Et je vous invite à regarder le film Metropolis. Il y a le plan des Barbapapa de A à Z. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire qu'ils nous cachent quoi que ce soit. Le plan, il nous est montré. Donc ce fameux plan de transhumanisme, passage de l'ère biologique d'esclaves humains que nous sommes tous, donc, vers des esclaves de plus en plus mécaniques. Donc là, on parle de robotique, mais aussi les quelques humains qui restent, de plus en plus avec des prothèses voilà, mécaniques, même Elon Musk qui nous parle de puces, de microchips pour mettre dans le cerveau, pour soi-disant que le cerveau soit plus performant. Mais je me dis, mais bon Dieu, quelle aberration! Quelle aberration! Nous avons un fonctionnement. Si on commence à faire un vrai travail alchimique sur sa conscience, on passe d'un état d'inconscient à supraconscience. C'est-à-dire que ce qu'on appelle notre conscience, notre cerveau, qui est localisé dans tout le corps, c'est-à-dire il y a des neurones partout, et surtout dans trois zones très importantes, qui est le cœur, les intestins en bas, en italien intestino, la petite tête à l'intérieur, et ici dans la boîte crânienne. Donc, une fois que toutes ces neurones-là fonctionnent différemment, c'est-à-dire qu'on a compris comment on passe d'un état d'inconscient à supraconscience, mais cette conscience est plus performante qu'un ordinateur, que n'importe quel ordinateur. C'est ça qui est intéressant, de s'imaginer que eux ils veulent régler tout ça par l'informatique, l'intelligence soi-disant artificielle, alors que le robot, la machine, ne sera jamais en mesure de faire des choses que l'humain est capable de faire. Donc c'est là où, à un moment donné, peut-être où ils vont bugger, même dans leur volonté de vouloir créer ces machines pour remplacer l'homme. Parce que l'instinct, l'homme, il aura toujours cette connexion, donc ce côté channel, ce côté médium, qui lui permet d'aller chercher de l'information auprès de la source mère. Mais après, c'est simplement aussi de comprendre que quand cette information vient vers nous, il faut la suivre, sans discuter. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a une information qui vient vers vous et on la suit. Donc, parce que si après le perturbateur il vient, le mental, de nouveau on passe à côté, parce que lui il va de nouveau dire mais pourquoi je ferais ça et patati patata, et le temps qu'il est calculé, lui, donc cette partie mécanique en nous, bah, c'est trop tard. Et là, le meilleur exemple que je peux vous fournir, c'est celui du tsunami qui a eu lieu en Indonésie. Les animaux qui n'ont pas ce mental développé comme le nôtre, au moment où la vague, enfin où il y avait le cataclysme qui allait venir, surgir, donc bah, les animaux qui étaient pas attachés, bien sûr, il y a juste les animaux attachés qui étaient dans des enclos qui sont aussi morts, mais les animaux sauvages, ceux qui avaient la possibilité de se barrer, il n'y a aucune bête qui a été tuée parce qu'ils ont suivi l'information qui est venue vers eux, sauf toi, sans réfléchir. Voilà, donc on comprend à un moment donné que le plan des barbes à papa, bah, c'est leur plan, et c'est aussi quelque part, il faut comprendre que bah, si on va vers ça, bah, c'est que quelque part on doit y aller, que nous avons la possibilité de dire non, on ne veut pas de ça. Mais c'est pas avec la quantité de moldus qu'il y a autour de nous que nous allons éviter, on va dire, ce monde orwellien, ce monde robotique, mécanique qu'on nous montre donc largement dans le monde du cinéma. La masse n'est pas assez élevée. Et ça, c'est un truc qui me fait chier de vous le dire, mais moi je constate autour de moi, donc je vois des personnes qui sont beaucoup informées, qui ont des tonnes et des tonnes d'informations, mais qui sont souvent des personnes qui font rien d'autre que de répéter des choses qu'ils ont lues, vues dans une vidéo, etc. Mais d'un point de vue holistique, c'est-à-dire global, il leur manque, il y a tellement de blancs, il y a tellement de pièces de puzzle qui leur manquent, ou justement parce qu'il faut s'imaginer que chaque pièce de puzzle, une pièce de puzzle est entourée de 8 pièces autour. Donc, et si vous avez des gros morceaux qui manquent, donc les personnes ne font pas les liens et automatiquement, voilà, c'est pas une personne qui a cette vision assez grande pour comprendre c'est quoi le plan, etc. Donc, et puis alors, je vous parle même pas des moldus. Tournez autour de vous, allez dans un magasin, parlez avec les personnes de puces sous-cutanées et tout ça, ils vont vous regarder, ils vont dire de quoi tu me parles. Et même s'ils en entendent parler, puisqu'à la télé on nous dit que c'est génial, ils vont dire mais c'est pratique comme tout, pourquoi tu me fais chier avec ça?
etc. Donc automatiquement, on voit bien que nous avons affaire à un chantier gigantesque, et c'est là où je m'énerve un petit peu, où je dis, écoutez, moi je me mouille la chemise maintenant depuis presque 20 ans. Ça fait 20 années bientôt que je suis en train d'abord de m'informer, parce que ça commence toujours par apprendre. D'accord? Il faut apprendre. Après, il faut comprendre. C'est pas tout d'apprendre, il faut comprendre des choses. Et si possible, de pas forcément tout prendre à la lettre, ce qui a marqué dans les livres, mais de commencer à faire son propre puzzle à un moment donné. Donc, apprendre, comprendre, ça nous fait évoluer, ça nous éveille. Et après, il faut partager. Ce que j'ai commencé à faire vers déjà 2005. C'est là où j'ai commencé à écrire, à rédiger mon premier livre. Et vers 2007, j'ai commencé à faire mes premières conférences. Donc, vous n'allez pas croire qu'il n'y a qu'une personne comme moi, ou bien quelques personnes qui osent faire ça, qui allons révolutionner le monde. Si les personnes éveillées, ou bien ceux qui commencent à s'éveiller, ils n'ont pas des couilles pour oser en parler, vous comprenez? C'est quand même pas compliqué d'aller de secouer un petit peu les gens autour. Ah oui, mais après il y a le problème. Oui, mais après je vais passer pour un bouffon, ou bien ils vont plus m'accepter, ou bien patati patata. Oui, peut-être, mais peut-être pas. Et comme je vous dis, et comme je dis toujours aussi, qu'est-ce qui va faire qu'on va vous écouter? C'est la rectitude de l'information que vous allez donner. Plus vous allez être informé, plus vous allez être fort dans la discipline que vous allez apporter, c'est-à-dire les informations, les gens ils peuvent pas vous rejeter. Ils peuvent pas repousser. Et après, il faut avoir le tact, il faut avoir la façon de parler, il faut trouver le bon moment, etc. Mais il faut y aller, quoi. Je veux dire, il faut oser parler de ces sujets autour de soi. Donc, parce que je vous dis, l'histoire de la puce. Hein, j'ai fait aujourd'hui une publication, j'ai bien dit, c'est quoi la différence entre la puce, moi je l'appelle toujours perfide, hein, parce que dans le mot perfide, il y a RFID qui est caché dedans. Donc, c'est quoi la différence entre cette puce et un suppositoire? Ben, il n'y en a aucun. Le jour où on l'accepte, on l'a dans le cul. C'est fini. Le monde orwellien, dictatorial, où tout le monde est contrôlé, H24, c'est fini. Donc si on accepte ça, c'est la fin des haricots, on peut mettre la clé sous la porte, c'est fini. Il y en a qui me disent oui, mais le portable, on porte aussi, on tient le portable H24 sur soi, etc. Il y en a même qui dorment limite, ils ont le portable à côté d'eux et tout ça. Je dis oui, d'accord, c'est vrai, c'est pas faux. Et après, je dis aussi toujours, il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que comprendre que dans la technologie, il y a aussi une partie très intéressante. Mais il est vrai que ce portable est devenu un appareil qu'on a tout le temps sur nous, donc on est aussi traçable H24. Mais la grande différence avec la puce, c'est que si vous l'avez sous la peau, il faut vraiment une intervention chirurgicale pour la retirer, parce qu'elle est implantée quand même à une certaine profondeur. Alors que ce portable-là, même si vous faites une réunion entre amis et vous voulez être un petit peu tranquille, parce que ça c'est aussi le test pour voir, par exemple, si vous avez un micro-ondes à la maison, pour voir l'étanchéité de votre micro-ondes. Vous mettez un portable dans le micro-ondes, vous fermez le micro-ondes et avec un autre portable, vous téléphonez au portable qui est dans le micro-ondes. Si ça sonne pas, ça prouve que votre micro-ondes il est bien étanche. Donc, s'il est bien étanche, qu'est-ce que vous faites quand vous avez une réunion de famille et vous voulez avoir votre tranquillité? Vous foutez tous vos portables dans le micro-ondes. Voilà. Donc, il n'y a pas d'onde qui passe. Donc, vous pouvez vous imaginer que l'espionnage, entre guillemets, est beaucoup moins important que si vous le laissez bien sûr dans votre poche, même si vous l'éteignez, vous savez bien que les micros sont tout le temps allumés. Mais c'est simplement pour dire que si demain on n'en veut plus, on fait un trou de 5 mètres, on le détruit, on le fait un trou et puis c'est fini. Mais la puce, si maintenant on accepte l'idée que déjà les paiements, donc des paiements qui se font de plus en plus de manière électronique, mais on comprend, on voit bien la technique de la grenouille là derrière. Et on comprend que petit à petit, et il leur faut pas, et c'est ça qui est intéressant, on n'est pas à 50 ans. Je vous dis, c'est une question de... Allez, pour moi, de toute manière, l'avènement, c'est 35. Ça, c'est aussi une information que je peux vous donner comme ça. C'est-à-dire l'avènement du nouvel ordre mondial, vraiment là où officiellement on va rentrer dans le nouvel ordre mondial, c'est en 2035. Et pourquoi 2035, à votre avis? À cause du biais de 1 dollar américain. Sur ce fameux dollar américain, il y a marqué Annuit Coeptis, qui veut dire notre entreprise. Et en dessous, Novus Ordo Seclorum. Et Novus Ordo Seclorum, ça veut dire le nouvel ordre séculaire. Et séculaire, c'est un siècle. Donc, il serait intéressant de voir pourquoi un siècle. Et c'est quoi ce siècle? Il faut savoir que le 1 dollar américain,
a connu sa première inscription où il y avait marqué Novus Ordo Seclorum en 1935. Donc, je vous annonce qu'en 2035, ça sera la date entre guillemets fatidique où nous allons, peut-être juridiquement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, donc j'ai quelques petites idées. Donc, il y a des choses qui vont se produire que ce sera vraiment une date importante pour l'avènement du nouvel ordre mondial, où il y aura peut-être une nouvelle institution, un regroupement style ONU qui va se créer, où il y aura un gouverneur, quelqu'un qui est au-dessus de tout, enfin un truc comme ça. Donc c'est la date 35 que je retiens. Donc voilà pour la petite histoire du billet. Enfin, ce billet, il y a tellement de choses à dire sur ce billet de dollar, donc voilà. Mais simplement pour vous dire que le plan, il est là. C'est-à-dire, on a seulement besoin de regarder un petit peu ce que nous montre Hollywood, de décrypter les choses, de comprendre derrière ces symboles. Donc, tout est là. Après, beaucoup de personnes me disent aussi assez souvent, mais pourquoi est-ce qu'ils nous disent tout? Mais je dis, écoute, d'abord, pour commencer, s'il n'y avait pas des décrypteurs comme moi, est-ce que tu l'aurais vu? Et là, la personne va dire non. Ben déjà, donc imagine le faible pourcentage de personnes qui vont voir un film en décomposant le film. D'accord? Ça, c'est en pourcentage, on n'a même pas 1%. Donc après, ces personnes qui vont essayer de l'expliquer aux gens autour. Là, on a encore un faible pourcentage de personnes qui disent, ah oui, c'est vrai que derrière les films, il y a des choses importantes. Parce que la plus grosse partie de personnes qui vont au cinéma vont voir une fiction. Ils ne se posent pas de questions. C'est une fiction, point. Donc mais eux, ils peuvent se dire qu'en diffusant l'information, donc les barbes à papa, en diffusant l'information, d'un point de vue karma, parce que le karma, ça se joue ici et maintenant. Si vous faites une grosse connerie dans votre réalité aujourd'hui, vous allez prendre un retour de bâton dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, en faisant le mal. Puisque ici, nous sommes dans une réalité où on parle de bien et de mal. Donc si maintenant, ils nous manipuleraient, seulement une manipulation, c'est-à-dire ils nous feraient quelque chose derrière notre dos sans qu'on ait le moyen de voir ce qui se passe. Donc ils feraient le mal. Donc ils auraient le retour de bâton qui leur tomberait en pleine figure. Mais le fait de donner toute l'information, c'est-à-dire des informations et des contre-informations, donc tout est là. Après, bien sûr que celui qui aura l'intelligence va faire le tri par rapport au grain avarié et celui qui est donc vraiment pour comprendre les symboles. Et là, d'un point de vue karma, ils disent ah, on ne fait pas le mal, on fait ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire on leur donne l'information, il n'y a pas besoin de marquer devant l'œuvre attention, ce que vous allez voir là, c'est la vérité absolue, etc. Donc ça, ils n'ont pas besoin de le mettre, mais ils nous informent, même à travers des stars comme Michael Jackson. C'est pour ça qu'on leur donne une certaine liberté de nous informer à l'avance. Si vous prenez par exemple, bon, ça c'est un exemple. Après, je sais que vous allez en balancer des tonnes. Vous prenez l'album de Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, qui veut dire donc, d'emblée, on nous donne le truc, il y a du sang sur la piste de danse. Michael Jackson est habillé tout en rouge. Il a une drôle de position où il a un genou un petit peu en hauteur et il a un brassard noir, donc signe de deuil. Derrière lui, on voit New York, la skyline comme on l'appelle, donc là où il y a les deux tours. Et derrière, il y a de la fumée. Il y a de la fumée derrière lui, donc enfin des nuages soi-disant. Bon bref, l'album il est sorti en 97. Sous ses pieds, il y a un sol en damier, symbole barbe à papa. Donc il y a un sol en damier. Il a les bras dans une drôle de position. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux tours, mais il n'y en a qu'une. C'est-à-dire c'est comme s'il y en avait déjà une qui avait disparu. Et quand on regarde, quand on a, ça c'est un fou furieux comme moi qui fait ça, il a eu l'idée de mettre une horloge sur la photo en prenant le genou de Michael Jackson comme le centre de l'horloge. Et tiens, au hasard, ses bras montrent le 9 et le 11. 9/11. Donc en 97, Michael Jackson est en train de nous prévenir qu'à New York, à cette date fatidique, donc, il y aurait ces événements qui... Donc, on l'a permis de faire ça, mais il n'y a personne qui l'a vu. Si, on le voit après, mais l'information, elle est là. Et des exemples comme ça, il y en a, en veux-tu, en voilà. Il y a même le groupe Supertramp, on est en 78. Vous vous rendez compte combien d'années en arrière? Regardez l'album Breakfast in America. Donc ça veut bien dire petit déjeuner. Il faut savoir que les événements ont eu lieu au moment du petit déjeuner. Regardez la couverture de cet album.
Au-dessus des deux tours, il y a le U et le P de Supertramp, mais quand on inverse l'image, c'est-à-dire en effet miroir, le U et le P se transforment en 9 et 11. Donc on a un hublot d'un avion, donc tout ça on voit à partir d'un hublot d'avion, l'avion se dirige vers New York, il y a une serveuse qui tient le menu et un jus d'orange dans la main, donc qui représente la Statue de la Liberté. Donc en 78, le groupe Supertramp nous dit que le 9-11, un 9-11 va arriver un événement pareil. Donc, encore une fois, on a tout le temps des œuvres, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les textes, que ce soit dans la musique, dans le monde de la musique, des personnes qui nous préviennent à l'avance, et c'est ce que je vous ai expliqué, c'est pour que d'un point de vue, au niveau du karma, qu'ils n'aient pas de retour de bâton, parce qu'ils nous ont donné l'information. Donc, c'est à nous de le voir avant et éventuellement de faire en sorte que ça ne se passe pas ou bien voilà. Donc, c'est simplement un exemple que je vous donne. Là, je veux dire, je suis en train de regarder un petit peu parce que je suis tout le temps en train de parler. Je regarde même pas ce que vous discutez entre vous, mais c'est simplement pour vous dire que cette histoire de plan, il est là. Il y a dans l'avant-dernier Star Wars, donc la guerre des étoiles, l'avant-dernier, pas le dernier, mais l'avant-dernier, juste avant la scène juste, enfin pas, c'est pas la scène juste avant, mais il y a une scène où Han Solo, qui est donc incarné par Harrison Ford, et ça c'est une scène très particulière. Vous connaissez probablement le personnage Deadpool de la Marvel. Donc, le monde de la Marvel, ils ont plein de personnages, de super-héros, et ils ont un personnage qui s'appelle Deadpool. Et la spécialité de Deadpool, c'est pendant tout le film, il est en train de parler aux spectateurs. Donc il s'adresse aux gens dans la salle. Et ça, c'est très rare dans le monde du cinéma où on a des personnages qui s'adressent bien sûr aux spectateurs. Mais là, dans la guerre des étoiles, dans l'avant-dernier volet, il y a une séquence où Han Solo, un des personnages quand même principaux de la guerre des étoiles, donc Han Solo, il regarde droit sur les spectateurs et dit « Tout ce que vous voyez là est vrai ». Ça, je vous dis, quand vous voyez cette scène aujourd'hui, ça vous donne la chair de poule. Parce qu'on a un personnage qui n'est pas censé regarder droit sur le spectateur qui dit, vous savez, l'œuvre de la guerre des étoiles, c'est rien d'autre que des symboles ésotériques, en veux-tu, en voilà, et on est en train de vous balancer des informations qui vont vous éveiller. Si vous commencez à rentrer dans cette lecture, vous allez élever votre intellect au niveau des barbes à papa. Et si demain, chaque humain commençait à monter intellectuellement, ben, toutes ces manipulations que les barbes à papa font sur nous, ça ne fonctionnerait plus. C'est logique, je veux dire, à partir du moment où tu commences. Parce que nous, on regarde les pantins, il y en a quelques-uns qui voient les ficelles, mais quand vous rentrez dans la supraconscience, vous voyez même les papates minces, comme on les appelle, donc les marionnettistes en haut. Et c'est ça la chose. Donc, comme je vous avais dit avant, ça sert à rien en fait de savoir maintenant qui est physiquement, qui est derrière tout ça. Bien sûr, il y a des gens qui vont nous parler de conneries, d'extraterrestres, des choses du style reptilien dans le bas astral qui nous manipulent, des choses comme ça, ou des immortels, des choses comme ça. Mais pourquoi pas s'imaginer tout simplement qu'on a affaire à une bande de personnes, des familles très puissantes qui sont là depuis des siècles et des siècles, qui ont inversé le système, puisqu'ils ont pris le pouvoir, c'est-à-dire grâce à leurs connaissances ésotériques, connaissances psychologiques, connaissances même logistiques, si on parle d'économie, et bien sûr des choses comme ça. Donc ils ont pris le contrôle, et puis ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'encore une fois, c'est une question de pyramide. Hein. Si vous voulez contrôler un système, vous devez créer un système pyramidal. Donc c'est pas pour rien que tous les grands groupes sont construits sur une pyramide. Si vous prenez même le Vatican, il y a un pape, il y a des cardinaux, il y a des évêques, et ça descend comme ça des vicaires. Donc on descend dans une hiérarchie où il y a plus de monde vers le bas et moins de monde en haut. Une armée, il y aura le général en haut, les colonels, les lieutenants-colonels, etc. Donc la même logique. Donc, c'est comme ça qu'on contrôle le monde. On n'a pas besoin d'avoir des centaines de milliers de personnes pour contrôler le monde si on comprend le système pyramidal. Donc, on comprend qu'on a peut-être affaire à quelques familles où chacun est spécialisé dans un domaine. Les uns, ça va être l'énergie, les autres, ça va être peut-être le monde pharmaceutique, les autres, ça va être le monde de la nourriture et tout ça. Donc, ils ont chacun leur spécialité et eux, ils sont par contre comme ça. Hein, c'est pas comme nous. Diviser pour régner. Donc, encore une technique qui fonctionne très bien, puisque pourquoi est-ce qu'on s'entre-déchire? Parce qu'on est dans le culte de l'ego. Ils font tout pour nourrir cet ego en nous, que chacun veut tirer la couverture, chacun veut devenir un Zidane, chacun veut devenir une star à la télé, etc. Donc, il est logique qu'à partir du moment où tout le monde veut briller,
ça développe l'ego, ça surdéveloppe, donc ça crée de l'égocentrisme, etc. Et ça crée la division. Mais je peux vous assurer que les barbes à papa, c'est une famille, eux, ils tiennent ensemble. Eux, ils font semblant, quelque part, d'avoir soi-disant des problèmes entre eux, mais en fait, ils utilisent après le peuple, encore une fois, pour pouvoir faire avancer les pièces, etc. Puisque chaque événement, c'est comme des joueurs d'échecs, donc vous savez bien que un bon joueur d'échecs peut déjà anticiper plusieurs coups à l'avance. Donc ils savent pertinemment que si je pousse telle pièce et que mon adversaire, il est tellement prévisible, c'est-à-dire nous, il va faire comme ça, je vais faire comme ça, il va faire comme ça, et hop, échec et mat. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne depuis maintenant des siècles et des siècles. Et nous, comme des abrutis, on est tout le temps en train de tomber dans les mêmes pièges, etc. Puisque voilà, il n'y a qu'une faible quantité de personnes qui vont rentrer vraiment dans ce que j'appelle un éveil qui est plus ou moins très proche de leur fonctionnement à eux. De comprendre déjà tout simplement c'est quoi une manipulation intellectuelle, de faire croire à la personne qu'elle contrôle alors qu'en réalité elle contrôle absolument rien. Et là, par exemple, là, on peut prendre l'exemple, bien sûr, des élections, mais ça, c'est une parodie absolue, de donner aux humains, soi-disant, le choix des partis politiques, alors qu'en réalité, derrière ces partis politiques, il y a toujours les mêmes barbes à papa, bien sûr, qui financent tout. Le choix de la presse, vous vous rendez compte? Regardez combien de patrons il y a derrière la presse. Il y a deux boîtes. Il y a deux patrons derrière la presse européenne ou bien la presse américaine. Il y a une boîte. Il y a une famille qui est derrière toute la presse américaine. Et après, on va dire, ah ben oui, mais j'ai le journal là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Je dis, non, non, c'est les mêmes qui sont derrière. Donc, donnez-leur l'illusion du choix, etc. Donc, je vous dis, toutes ces techniques-là, une fois qu'on les a saisies, comprises, ben, à un moment donné, il faudrait peut-être partager ces informations-là au moldu que nous-mêmes nous étions un jour. Mais je dis toujours, si celui qui s'éveille ne prend pas je vais dire, son armure et qui va pas commencer tout doucement à partager son information, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Voilà, donc là j'ai déjà dit pas mal de choses sur les barbes à papa, justement, encore une fois. Je vois que Romano, il parle de Berlusconi, là. Mais il faut s'imaginer que parmi les barbes à papa, Berlusconi fait partie quand même des petits pions aussi, hein. Il faut se dire que les grands barbes à papa, ceux qui sont tout en haut, ils vont justement chercher les personnes les plus malléables, ceux on va avoir le plus de facilité à les contrôler. Et là, c'est très simple, encore une fois. On va chercher celui dans la classe qui fait le plus chier. Voilà, celui qui a le plus d'ego. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils font leur sélection. Ils vont vraiment chercher les personnes où ils savent que ce sont des personnes qui ont un énorme complexe d'infériorité. On va leur donner beaucoup de pouvoir. Et ça, c'est des personnes avec qui on fait ce qu'on veut. Salut Alexandra. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Maintenant, je suis prêt pour une petite série de questions. Si vous avez des questions, allez-y, c'est maintenant. Je suis tout œil. Parce que je ne suis pas tout ouïe puisque je ne peux pas vous entendre. Bon, pas tous ensemble, hein. Là, il n'y a rien qui bouge, là, pour l'instant. Alors, bonsoir. Pas facile de partager avec les gens, car les trois quarts du temps... Oui, oui. Comment reprendre goût à la vie? Comment reprendre goût à la vie? Ben, en s'amusant, hein. Et je vais dire un truc, Aurélien, on va tous mourir un jour. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas inversé cette croyance que nous pouvons vivre qu'un siècle, donc, puisque c'est aussi un égrégore que nous avons figé, donc on est tous mortels, donc tu as le choix maintenant, ou bien tu t'amuses, ou bien tu prends une pelle et tu fais un trou et puis tu t'enterres. Donc encore une fois, je le dis souvent, la première clé pour l'éveil, c'est l'humour. Donc si vous n'avez pas ce côté décalé, un peu fou, vous savez quand je parle de graines de folie, déjà folie, on entend bien que le fou, il est en train de faire des liens, parce qu'il ose, justement, de par ce côté holistique, il ose faire des rapprochements que le cartésien, il se refuse de faire.
Donc c'est quelqu'un qui a déjà une liberté d'oser faire des choses que le cartésien ne va pas faire. Ça, c'est l'esprit fou d'une certaine manière. On dit bien que celui qui a une fracture du crâne, c'est seules les personnes qui ont une fracture du crâne qui laissent passer la lumière. Mais c'est intéressant quand même d'entendre que cette fameuse poste, qui à la base a été créée par les Barbapapa aussi, donc la poste, quand on entend une enveloppe, vous savez, une enveloppe, un corps humain, c'est aussi une enveloppe, hein, donc on a une enveloppe ici, un corps humain, et à l'intérieur il y a l'être, d'accord, il y a la lettre à l'intérieur d'une enveloppe, et cette lettre contient un message, d'accord, là on comprend déjà que l'enveloppe, on l'oublie, la lettre, on l'oublie, par contre le message, ça c'est quelque chose d'important, et que pour ce message il puisse circuler, il faut le timbrer pour qu'il puisse être affranchi. Donc pour se libérer, il faut être timbré. Et on dit bien d'une personne qui est un peu folle, il est timbré. Donc encore une fois, ce côté léger, et c'est ça qui est un truc de dingue, une fois que tu commences à prendre les choses avec humour, de dire déjà la peur elle disparaît. Regardez ce que dit Umberto Eco dans Au nom de la rose. C'était ça aussi le sujet phare de cette œuvre-là, c'était l'humour. La personne qui est dans l'humour, elle n'a pas peur. Donc automatiquement, ça crée une légèreté d'esprit aussi, donc de dire, mais de toute manière, on va mourir. D'accord. Donc prenons cette histoire, ce passage dans lequel on est, avec légèreté, avec humour, le temps qu'on est là, donc pour les uns c'est plus court, pour les autres c'est plus long, mais ça ne sert à rien de se plomber, malgré tout. Donc après, c'est vraiment quelque chose qui se crée en soi. Donc à un moment donné, on commence à plus prendre les choses trop au sérieux. Et vous savez que j'ai inventé un mot qui s'appelle être sérieur. Moitié sérieux, moitié rieur. Donc il y a quand même quelque chose de très sérieux dans ma manière comique de communiquer. Mais ça n'enlève pas le fait que je suis sérieux quand je le dis. Mais je ne vais pas me plomber, je ne vais pas le dire. Alors vous savez, maintenant, on va tous mourir, ou bien les Barbapapa, pardon. Donc les Barbapapa sont en train de nous créer tout ça. Non, oui, ils sont en train de créer ça, mais on peut l'éviter. Et si on ne l'évite pas, c'est comme ça. Donc, mais on pourrait, à travers notre éveil collectif, donc en partageant l'éveil, mais ça ne sert à rien de se plomber. C'est pas pour rien pour moi que le mot humour soit si proche du mot amour. Il y a de lourd qui est caché aussi à l'intérieur. Plus je rentre dans cette vibration qui est celle du côté un peu comique, et plus j'allège mon corps physique aussi. Donc ça me permet de rentrer dans cet amour, dans cette dissolution qui me permet d'accéder pleinement à la source mère. Il est clair que l'humour, c'est quelque chose qui n'a jamais été bien vu par les élites. D'accord. La religion, souvent, ils faisaient tout pour plomber, donc plomber les personnes, pour contrôler l'esprit, etc. On rigolait pas ou on n'osait pas rire, etc. Alors qu'aujourd'hui, les plus grands, aujourd'hui, hélas, il y a une pénurie de vrais comiques qui savent remettre en place correctement les politiciens ou parler des sujets. Aujourd'hui, les comiques, ça devient affligeant. C'est une catastrophe de voir les comiques d'aujourd'hui, à part quelques rares exceptions, de voir qu'aujourd'hui, si en tant que beurre, parce qu'aujourd'hui on a des Algériens qui font de l'humour soi-disant, ils font rien d'autre que de se dénigrer, ou bien même des handicapés qui sont en train de parler de leur handicap, qui sont en train de se dénigrer, alors que les vrais humoristes, c'était les personnes qui remettaient en place les élites, justement, qui faisaient de l'humour là-dessus, avec comme les Desproges, Coluche, des gens comme ça. Donc ça, c'était pour moi les vrais humoristes, des personnes qui osaient aller aujourd'hui, ils ont plus de couilles, je veux dire, c'est devenu, et même, justement, là, on voit encore une fois que comme l'ambiance actuelle du moment, c'est que les gens, ils ont tous peur, mais c'est logique, on fait en sorte de développer l'ego des personnes, et il est logique que les gens aient de plus en plus peur, puisque c'est l'ego qui a peur. Donc vous comprenez la ruse, c'est-à-dire que déjà, on dit aux personnes, faites un choix. Il y a deux équipes de foot, les bleus et les rouges, faites un choix. Déjà là, on est en train de diviser les gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, quand on regarde les télé-réalités, il y a des jeunes écervelés, là, des personnes qui sont dans le culte du paraître, de l'image et tout ça, pour bien que les personnes rentrent dans l'ego, le moi-je, regardez-moi comme je suis belle, comme je suis beau, etc. Donc tout est fait pour renforcer cet ego. Et après, on s'étonne que les gens ont peur. Parce que s'il y a bien une partie de nous qui a peur, c'est notre ego, c'est le mental. Donc plus je commence, donc c'est-à-dire encore une fois, je me définis. Donc quand je fais le travail alchimique, où je me dissous
C'est-à-dire, je commence à arrêter de me définir. C'est-à-dire, je sais que je joue encore un petit peu le jeu du jeu. Je sais que je suis encore un personnage, voilà, je m'appelle Alain, et puis etc., comme ça. Mais derrière, je sais aussi que je suis aussi connecté à tout. Je suis tout, comme l'autre qui est en face de moi, comme le chien, comme l'arbre. Nous faisons partie d'une seule entité. Donc à partir de là, je rentre dans l'infini. La peur disparaît. J'ai cet humour qui apparaît. Et là, tout d'un coup, l'esprit, il commence à faire des liens. Il ose faire des liens et des choses. Il n'y a plus de peur. Donc c'est des choses qui sont très importantes à intégrer. Ouais, ouais. À l'évêque Dieudonné, bah oui, c'est des noms de personnes qui osent encore. Voilà, bien sûr. Pourquoi j'utilise le terme de barbe à papa? C'est tout simplement, déjà, j'aime pas forcément utiliser le nom de ces personnes, comme on l'utilise. Et barbe à papa, quand on se rappelle du dessin animé, c'était aussi des personnages qui pouvaient prendre n'importe quelle forme. Et là, on comprend qu'à travers l'histoire, on a l'illusion que ce sont des autres personnes qui contrôlent alors que c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire depuis maintenant des siècles et des siècles, on a toujours les mêmes élites qui sont derrière la création, par exemple, de l'Empire romain, de Napoléon, des nazis, etc., donc des États-Unis. Donc ce sont toujours les mêmes personnes qui sont derrière ces créations. Donc comme un barbe à papa, il change de forme, mais en réalité, et puis si on regarde les symboles, on voit qu'il ne change pas tant de forme que ça, puisqu'on a toujours les mêmes symboles. Si vous voulez comprendre l'histoire, comprenez les symboles. Et là, on voit qu'il y a une récurrence dans les symboles. Après, bien sûr, on peut dire, le cartésien va dire, oui, ils utilisent les mêmes symboles, mais c'est pas forcément la même élite qui se cache derrière. C'est des gens qui vont s'inspirer. Par exemple, les nazis se sont inspirés des Romains. Je dis, c'est possible. Mais c'est aussi possible que ceux qui ont créé les Romains et les nazis, c'est les mêmes, voire même Napoléon au milieu, puisque quand on prend le symbolisme de l'aigle, qu'on retrouve chez les Romains, qu'on retrouve chez Napoléon, qu'on va retrouver chez les nazis, en fait cet aigle représente le phénix qui renaît de ses cendres et qui est une allusion à Horus, justement. Donc cet aigle qu'on revoit tout. Donc, ou bien on a vraiment affaire à, dans l'histoire des nouveaux groupes qui se créent, qui vont s'inspirer de l'histoire, où on a un groupe qui est là depuis toujours et qui va recréer ses pantins, donc, et puis eux, ils jouent avec ça. Sont gentils les barbapapas. Bah oui, les barbapapas dont je vous parle sont aussi gentils. Ils nous montrent tout. Ils nous mettent toute l'information devant le nez. Moi, je suis la preuve vivante que ils nous montrent tout. Il y a seulement besoin de se baisser, de prendre les pièces de puzzle, de s'amuser à remettre les pièces en place et de comprendre comment ça fonctionne et de dire à un moment donné, comme un homme, hein, c'est ça le but, c'est que une grosse majorité de personnes auraient une action ensemble de dire stop, on arrête tout. C'est ça le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est nous qui l'avons. Mais pour ça, il faut que les gens s'éveillent. Ben, comme je l'avais dit au début, pour moi, les Barbapapas ont vraiment commencé à prendre le contrôle à la Renaissance. Je pense vraiment que ça a été le moment où il y a eu le basculement total. Donc, on va dire, par rapport au kémites, d'accord, puisque ça c'est un sujet, si vous ne me connaissez pas, c'est peut-être du chinois quand je parle des kémites. Donc, il y avait déjà un empire, il y avait donc un groupe de personnes qui contrôlaient le monde entier, donc j'appelle les Kémites, et puis à un moment donné, il y a eu déjà un petit basculement, et puis vers la Renaissance, là, il y a eu vraiment une inversion, tout a été blanchi, et aujourd'hui, donc si on part d'aujourd'hui, sur les derniers 150 années, alors là, ils ont fait un nettoyage à la brosse, mais il y a encore des traces qu'ils n'ont pas réussi à retirer, donc de traces qui montrent que le peuple noir était beaucoup plus présent dans notre monde, dans des décisions importantes que ce qu'on veut nous faire croire. D'ailleurs, il faut se dire aussi que quand je parle de la Renaissance, il faut intégrer les faits aussi que nous avons peut-être 1000 ans d'histoire qui n'a jamais eu lieu. D'ailleurs, je vous invite à regarder la date que j'ai mis aujourd'hui. J'ai pas mis 2019, j'ai mis 1019. D'accord? C'est-à-dire que vous trouvez des pièces de monnaie du XVIIIe siècle.
D'accord? C'est-à-dire des pièces de monnaie où on voit des rois de France, ou bien Britannia, vous savez, la Grande-Bretagne, elle est symbolisée sous les traits d'une déesse qui s'appelle Britannia, qui ressemble un petit peu à la déesse Cybèle. Donc, ces pièces du XVIIIe siècle, donc on est en 1770, donc quand vous regardez l'inscription du chiffre en dessous, il y a marqué I 770 ou J 775. Alors on se dit, attends, pourquoi il n'y a pas un 1? Pourquoi il y a la lettre I et la lettre J? Il faut savoir que Jésus, c'est Yoshua, ou bien on peut aussi dire Jésus, avec la lettre I devant. Et là, on comprend qu'à un moment donné, donc imaginons que il y a 700 ans en arrière, il y a quelque chose qui a commencé, où on a commencé un conte. Voilà, 700 ans, il y a 700 ans en arrière, Renaissance. Donc, il y a quelque chose qui commence, mais d'abord, il y avait une lettre devant qui représentait ce blanchiment d'un dieu, d'un personnage qu'on va appeler Jésus, donc qui était une version kémite, qui va devenir une version blanche. Et ce I ou ce J va devenir un 1. Donc de 770, on a tout d'un coup 1770 qui va apparaître. Je vous dis, le calendrier, qui c'est qui l'a décidé? Est-ce que nous sommes vraiment en 2019? Et par rapport à quoi? Si vous regardez chez les musulmans, ils ont une autre date, les juifs, ils ont une autre date, etc. Donc qui dit qu'il n'y a pas 1000 ans d'histoire qui n'a jamais eu lieu? Que tous ces personnages qu'on a dans des livres d'histoire, ils ont été inventés de toutes pièces. Comme des Superman, je vous dis, dans 500 ans, il y a des gens qui vont lire des histoires de Superman. S'ils ont zappé l'information que c'était un personnage fictif, ils vont dire ah, c'était un personnage qui venait de la planète Krypton et puis qui savait qu'il y avait des pouvoirs et qui savait voler dans le ciel. C'est pas nouveau, je veux dire. Le problème, c'est que dans l'histoire, il y a des personnages qui sont fictifs, qu'on associe à de la mythologie, donc comme des Hercule, des Persée, des personnages comme ça, donc qui sont, ou bien des Ulysse, des personnages qui sont censés être des personnages fictifs, mais il y a aussi des personnages qu'on dit, ah ça, ce sont des personnages par contre historiques, qui ont vraiment existé. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, moi quand j'entends un personnage qui s'appelle Galiléo Galilée, moi ça me met la puce à l'oreille. Que celui qui a des oreilles entende. Gal, ça vient de galer, la pierre, une pierre. Et là, il y a bien un texte biblique qui dit tu es pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. Donc comment ça se fait que ce personnage qui nous parle de l'astronomie entre guillemets moderne, c'est-à-dire qui nous parle d'héliocentrisme, qui a subi un procès, il a connu un procès, tout ça, donc voilà. Pourquoi il y a un nom si bizarre qui veut dire Pierre, Galiléo Galilée? Est-ce qu'il a vraiment existé ce personnage? Après, je sais bien sûr qu'il y a des personnes qui vont sauter dans leur siège quand je dis des trucs pareils, mais je dis simplement Jeanne d'Arc. Quand on s'intéresse à l'alchimie, on voit le personnage de Jeanne d'Arc, on se dit mais attends, cette histoire c'est de l'alchimie pure. Elle est androgyne, elle s'appelle Jean. Jean c'est l'androgyne justement, elle est purifiée par le feu. L'antimoine, il est purifié par le feu dans un creuset, etc. Donc à un moment donné, est-ce que Jeanne d'Arc a vraiment existé? Ou bien est-ce que ce ne serait pas une Ulysse, une Persée ou une Hercule d'une mythologie médiévale, ou bien justement de Barbapapa, pour nous faire croire à une histoire qui n'a jamais eu lieu, puisque il faut créer de l'histoire, pour justement légitimer aussi que nous sommes aux origines de tout, puisque voici notre histoire, 1000 ans d'histoire. Peut-être c'est tout inventé. Je vous dis, à un moment donné, Michael nous a bien dit que les livres d'histoire, c'est un amas de mensonges. Il nous a pas dit ça pour rien, le gars. Il en est probablement mort parce qu'il a commencé à à balancer des trucs que les Barbapas ne veulent pas qu'on dise. Du coup, the earth is flat. Maybe it's possible. De toute manière, la Terre, elle est éthère. Nous sommes dans un hologramme. Nous sommes dans une projection holographique, puisque ce qui est à l'extérieur de nous, c'est nous. C'est notre intériorité, c'est notre imagination qui est projetée à l'extérieur, et la Terre n'a pas de forme. C'est-à-dire que, bon ça c'est maintenant je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, aujourd'hui c'était la journée Barbapapa, mais c'est simplement pour dire que, encore une fois, ça demande une perception, une compréhension en inversant la chose, c'est-à-dire au lieu de rester dans l'illusion du paraître, de comprendre que tout est une création qui vient de l'être, c'est-à-dire d'un monde intérieur. C'est ce qu'on appelle l'imagination, nos pensées, etc.
Donc, ce monde extérieur qu'on observe qui est tellement bien fichu, puisque ça nous permet d'expérimenter, si on écoute ce que nous disent les physiciens quantiques et tout ça, ils nous parlent rien d'autre que d'ondes, de vibrations, de fréquences. D'ailleurs, dans combien d'interventions que j'ai faites en live, j'ai cité la phrase de Nikola Tesla qui dit « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'ondes, de fréquences, de vibrations et d'informations. » Donc, c'est rien d'autre que des ondes et des vibrations. Donc, c'est une projection holographique. Et la Terre, elle n'a pas de forme, réellement. C'est de l'éther. Donc, cette histoire de Terre plate, c'est vrai d'une certaine manière. Voilà. J'attends encore une petite question. Qui de l'islam dans le système l'islam. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui me pose une question, parce que c'est vrai que dans l'islam, il n'y a pas vraiment ce système pyramidal, comme par exemple le clergé catholique de Rome. On a vraiment une belle pyramide. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a quand même affaire à des personnes dans l'islam qui ont plus de pouvoir, plus de choses à dire. De toute façon, pour moi, les trois religions qui dominent, entre guillemets, donc c'est-à-dire l'islam, le judaïsme et le christianisme, derrière, il y a les Barbapapas. C'est-à-dire que ces trois courants religieux sont contrôlés par les Barbapapas depuis le commencement. Déjà, quand on prend les symboles, vous savez que quand les musulmans, on leur demande de faire le fameux pèlerinage qui s'appelle le Hajj, donc quand ils vont tourner 7 fois autour de ce cube, donc à la Mecque, la Kaaba, on l'appelle donc. Symboliquement, on a ce cube qui est couvert d'un tissu noir. Et c'est intéressant de voir que les Juifs, de leur côté, quand ils sont devant ce fameux mur des lamentations, ils ne tournent pas autour d'un cube, mais ils ont carrément le cube avec des lanières en cuir, donc ils s'attachent à un cube avec des lettres hébraïques sur le front, et ils sont en train de prier devant le mur des lamentations. Donc c'est déjà intéressant de voir que le fait de tourner, écoutez bien le mot spiritus, d'accord, en latin, c'est l'esprit, mais écoutez bien le mot spirale, et le mot inspirer ou expirer, il y a toujours inspire, c'est comme si dans ces mots, spiritus, esprit, spirale, inspirer, expirer, il y aurait la racine spire qui est cachée à l'intérieur. Et c'est un lien avec la glande pinéale, puisque symboliquement, on a une créature mythologique qu'on appelle la licorne, qui a justement une corne qui part en spirale, d'accord. Et puis il faut savoir que la licorne, elle est associée à la lune, donc au féminin. Donc, quand on demande à des personnes de tourner en cercle autour d'un cube, c'est déjà très intéressant. Après, quand on a des personnes qui vont, d'une certaine manière, il y a aussi un cercle, c'est-à-dire le spiritus qui tourne dans un cube devant le mur des lamentations, on a encore une fois ce symbole. Maintenant, on peut dire, oui, bah, d'accord, en islam, tu as le cube, les juifs, ils ont le cube, mais chez les chrétiens, il n'y a pas de cube. Je dis, ah non, bah, prends une fois un cube, justement, et tu l'ouvres. Qu'est-ce que tu as comme forme? Ah merde, une croix. Ah ben voilà. Donc la croix représente un cube aussi. Donc là, on comprend que le vrai symbole des Barbapapas, c'est le cube. Parce que là, on va parler de matrice cubique. Parce que le cube représente la matière. Et eux, ils contrôlent justement la 3D. Ils savent exactement comment on peut créer dans la 3D en passant par quoi? Par le spiritus. Puisque c'est le spiritus, c'est l'esprit, l'imagination magnétique, image, magie, magnétisme qui crée la réalité tridimensionnelle. Donc ils ont ces secrets, ils savent exactement comment créer dans la matière. Les trois courants religieux, choisissez. Voilà, tu viens au monde, même pas choisir. Si tu as la chance, si tu tombes, tu viens au monde là, tu seras musulman. Tu viens là, tu es juif. Tu viens là, tu es chrétien, etc. ou catholique. Bref, en gros, ils divisent. Encore une fois, en ayant conscience que dans ces trois, il y a encore des subdivisions. Parce que pendant combien de temps les chrétiens se sont battus contre les protestants, les juifs, il y a aussi une guerre fratricide entre les orthodoxes, les sionistes et tout ça, et de l'autre côté les scythes, les sunnites, les salafistes, enfin, il y a des guerres fratricides dans ces religions, divisées pour régner. Je vous dis, ce sont des génies ces personnes-là. Quand je vous dis que le mot islam veut dire Isis Salam, on peut dire c'est des conneries, mais non, puisque l'islam, avant qu'on parle d'islam, on parlait de soufisme. Soufi, un soufi, donc ça vient, le mot Sophie, sagesse, donc la Sophia, tout ça, ça vient du féminin sacré.
avant qu'on parle d'Isis-Lam, d'Isis-Salam, le salut d'Isis. Donc, en fait, c'est la vénération du féminin sacré. Le vendredi, jour de Vénus. Les mosquées sont souvent des dômes, donc ce sont sous des dômes qui vont prier. Donc, on est dans la vénération quand même de la déesse mère, Isis, Isis-Salam. Salam, quand on parle en arabe, salam, ça veut dire salut. Donc, de l'autre côté, on a les Juifs avec leur fameuse ville sainte qui s'appelle Jérusalem, mais en fait, Jérusalem, c'est un mélange de Jérou, Shalom, et Jérou, c'est Héru, qui est le fils Horus. Donc je dis, mais attends, qu'est-ce que Isis et Horus ont en foutre avec les musulmans et puis les Juifs? Et de l'autre côté, il y a Osiris, le père qui est sur la croix en train d'être crucifié et qui souffre par la croix. Donc là, on comprend que les barbapapas, ils sont derrière ces trois camps religieux. Nous, comme des abrutis, on s'entretue parce qu'on est divisés, soi-disant, alors que c'est les mêmes qui sont derrière tout ça. Donc à un moment donné, il faut comprendre que ceux qui sont les marionnettistes, eux, ils sont ni musulmans, ni juifs, ni chrétiens et tout ça. Ils divisent, ils contrôlent le système babylonien, le système d'exploitation, les esclaves qui s'ignorent qu'on est des esclaves en réalité pour nourrir ce système, etc. Donc tout ce côté cette logique qui est cachée derrière tout ce que je vous dis depuis maintenant des mois et des années, donc de comprendre c'est quoi le système babylonien, comment est-ce qu'ils réussissent, quel est leur plan, la privatisation du monde, puisque juridiquement, ils sont en train de tout posséder. Bientôt, il y aura dans cette réalité tridimensionnelle, que la Terre soit ronde, carrée, triangulaire, on s'en fout, il y aura un panneau privé. Parce que les gens vont accepter ça, l'inacceptable. En fait, la possession d'être propriétaire ou des trucs comme ça, c'est une aberration. La terre appartient à tout le monde. Comme je l'ai dit encore, ça fait pas longtemps à je ne sais plus qui d'ailleurs, j'ai imaginé qu'à des temps reculés, les humains circulaient sur Terre et toute la Terre leur appartenait, puisque les humains étaient surtout ils étaient en déplacement. Il n'y avait pas de ville encore, il n'y avait pas de sédentarisation, il n'y avait pas encore ces civilisations et tout ça. Donc, l'humain était un migrant, il était tout le temps en train de bouger. Voilà, c'était naturel puisqu'en même temps, le mouvement, c'est la vie. Et là, tout doucement, il a commencé à s'arrêter. Il a commencé à faire de l'agriculture, il a commencé à élever le bétail et tout ça. Et donc, il a commencé progressivement à réduire l'espace dans lequel il pouvait, on va dire c'est à moi. Avant, la terre entière lui appartenait, la réalité tridimensionnelle lui appartenait entière, pour chaque individu. Après, il a commencé à créer des frontières, des villes. Aujourd'hui, certaines personnes sont propriétaires d'un KGB de 20 mètres carrés. Ça, c'est à moi, c'est ma propriété. Mais je dis, mais en fait, le monde entier nous appartient. Mais pour ça, il faut sortir de cet ego possessif et dire, bah, écoute, je peux jouir de l'appartement, je peux jouir de cet espace, de certaines choses, mais c'est pas à moi. Ça nous appartient à tous d'une certaine manière. C'est-à-dire là de sortir un petit peu de ce côté possessif et de dire, en fait, moi, j'ai pas besoin de le posséder puisque je suis simplement de passage. Bon, après, ça dépend de la durée dans laquelle je vais être là, mais j'ai pas besoin de le posséder. Le fait de pouvoir l'utiliser tout simplement, et puis de pouvoir vivre une belle vie, et de comprendre que les vraies choses les plus importantes, c'est le partage des informations, d'être en communion avec les personnes avec lesquelles on peut partager des informations, on s'éveille, on se partage de l'information, on vit des beaux instants en famille, avec des amis et tout ça. Donc ce que j'ai pu vivre dans le désert, par exemple, avec une bande de personnes qui étaient, mais une personne plus belle que l'autre, où j'ai vécu pendant 10 jours avec, je me dis, vous vous rendez compte, pendant pratiquement 10 jours, ah ben non, oui, pas parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées plus tard, des personnes qui sont parties plus tôt, etc. Donc, mais pas un seul moment où où il y aurait eu une sorte de froid entre des deux personnes ou tout ça. C'était limpide. C'est ce qu'on appelle chez les kémites un kaboula. Vraiment, parce que là, on est vraiment dans un partage constant de personnes en bonne intelligence, où il n'y a pas de guerre d'ego, où chacun connaît sa valeur, où il y a seulement un échange d'informations, où chacun s'enrichit à sa manière, etc. Donc ça, c'est en fait le vrai sens de la vie. Après, le côté possessif, où il y a encore une fois que l'ego qui peut avoir peur de manquer de quoi que ce soit, etc. Donc on comprend qu'ils y jouent là-dessus, les barbapapas, ils savent exactement sur quoi il faut appuyer pour justement nous contrôler, et c'est comme ça qu'ils nous manipulent depuis maintenant des siècles et des siècles. Voilà. Donc je vais encore répondre à une question.
Et on arrête pour ce soir. Alors, je regarde juste là, il y a une question. Voilà. Il faut créer de nouveaux égrégores et comment pour créer un monde nouveau ou faut-il revenir à la source? Donc voilà, je vais simplement pour finir un petit peu expliquer maintenant la réalité dans laquelle nous sommes ici est une réalité qui est en évolution. On observe bien quand même que progressivement, on est en train tout doucement d'aller vers un monde de plus en plus moderne, de plus en plus mécanique, de plus en plus robotique. Donc il y a, je veux dire, même si la voiture, elle a été créée, je veux dire, l'automobile, elle a été créée il y a plus de 100 ans, elle a évolué, mais on voit vers quoi on va. C'est-à-dire quand même vers un monde de plus en plus comme Orwell nous l'a décrit, donc il y a aussi presque un siècle en arrière, etc. Donc ça c'est un potentiel vers lequel on est en train, apparemment, les Barbapapa ont décidé, c'est ça notre avenir. Et il s'applique vraiment pour nous pousser à aller vers ça. Mais en fait, il faut savoir tout simplement que les autres potentiels, c'est-à-dire des potentiels complètement différents, existent aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant quelque chose de figé non plus. Mais pour nous diriger vers un autre potentiel, puisque il n'y a pas un avenir, il y a un foisonnement, il y a des avenirs, il y en a, c'est infini, la quantité d'avenirs imaginables. Donc, pour nous diriger vers un autre potentiel, il faut que nous nourrissions une autre pensée. Et le problème, c'est que les personnes, comme j'appelle les moldus, donc, bah, ce sont aussi des co-créateurs. Et c'est ça qui est un petit peu effrayant, c'est de se dire, il n'y a pas seulement les personnes qui ont pleinement conscience des égrégores et puis que nous figeons notre réalité à venir et tout ça. Le moldu, la personne qui n'a aucune connaissance, sa croyance se fige aussi. Et donc, et même, je dirais même que, et c'est là, là, on va dire, c'est une information hyper importante que je vais vous donner là. Un moldu, qui est aussi co-créateur, quand il est en train d'évoquer un sujet, et il le dit avec tellement de conviction, il est tellement sûr de lui qu'on va vers une guerre civile, qu'on va vers l'apocalypse, qu'on va vers je ne sais quoi, il le dit avec tellement de force qu'on se dirige vers ça. Donc, la personne éveillée qui a compris certaines choses, qu'est-ce qui se passe parfois chez les personnes éveillées? C'est qu'ils commencent à avoir des doutes. D'accord? Et quand eux, ils disent, mais moi, je ne veux pas son apocalypse ou je ne veux pas de guerre civile et tout ça, il envoie un autre potentiel, mais il doute. C'est-à-dire que celui, le moldu à côté, il crée plus fort ce potentiel que l'éveillé parce que lui, il a le doute. Et comme je le dis souvent, le doute, c'est comme un grain de sable dans un mécanisme d'une montre suisse et qui va enrayer, on va dire, ce pouvoir qu'on a de magique, donc, puisque quand on parle de magie, on parle de magnétisme, c'est-à-dire de pré-créer, c'est-à-dire de par notre imaginaire, de pré-créer un potentiel. Donc, ce grain de sable qui est ce doute va faire que la pensée du moldu, elle est plus puissante que celle de la personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, les personnes éveillées? Il faut retrouver un niveau de conscience avec une assurance identique à celui d'un moldu. C'est pour ça aussi qu'un film qui nous montre un petit peu cette loi d'abondance, c'est-à-dire quelqu'un à qui tout réussit, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de doute, c'est le film Forrest Gump. Donc avec Tom Hanks. Forrest Gump, c'est un gars qui n'est pas trop dans le mental, c'est-à-dire que lui, il fait sans se poser de questions. Il le fait, il pense à ça et il le crée, et ça lui réussit. Donc à un moment donné, il faut aussi que les personnes qui sont dans l'éveil retrouvent cette assurance d'une personne qui n'a pas connaissance de tout ça, qui fige les choses. Et moi, je peux vous dire que j'ai devant moi, une fois par semaine, un homme de 80 piges, c'est mon père, il dit des choses effrayantes, mais il le dit avec tellement de force qu'il me fait peur. Et là, on voit toute la force du magicien qui s'ignore et qui est en train de figer dans la 3D. Parce que les croyances, quand je crois, je crois. D'accord? Je l'ai déjà dit 1000 fois. Barre horizontale, c'est le temps. Barre verticale, c'est l'espace. Quand on croit, on est en train de crucifier notre pensée, notre imaginaire. Donc, on est en train de figer dans l'espace-temps. On est en train de figer un potentiel. Et il y a certaines personnes, donc, qui n'ont pas conscience de ça. Ils le font avec tellement de force
parce que c'est comme ça pour eux. Il n'y a pas d'autre possibilité. On va droit dans le mur, c'est comme ça. Alors que non, on ne va pas droit dans le mur. Mais il faut que les personnes éveillées, déjà pour commencer, vibrent autant cette conviction qu'on ne va pas droit dans le mur, et après, partager l'information, d'expliquer aux personnes autour d'elles. Mais comment est-ce qu'on commence? Il faut commencer, bien sûr, on ne va pas dire, parce que là, vous passez pour un taré, vous allez passer pour un grand malade si vous dites, tu sais que l'avenir, c'est nous qui le précréons de par nos croyances et patati patata. On commence par la mécanique quantique. Tout simplement, de dire, tu sais, un mur en béton, en réalité, ah oui, j'ai vu dans un journal scientifique, parce que là, on peut même utiliser la science, de dire, c'est prouvé noir sur blanc, hein, le mur en béton, il n'y a pas de matière, rien, que de l'air, que du vent. Par contre, des fréquences qui s'entrechoquent, qui se repoussent, qui se marient, etc. Donc là, vous commencez déjà à déstabiliser la personne, le fameux moldu qui ne veut pas vous croire, de dire ah, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est dans la science, la pure et dure, ils disent que la matière n'existe même pas. C'est une illusion d'une certaine manière. Et là, progressivement, vous les amenez à comprendre aussi que tout ce qui est autour de nous, c'est nos croyances, tout simplement. La cristallisation, donc de l'imagination qui est figée, qui devient, donc c'est de l'information qui se transforme en fréquence, que nos capteurs vont récupérer, c'est-à-dire nos sens, et dans notre corps physique, on va transformer cette information qui a été transformée en fréquence, on va le transformer en ce qu'on appelle une réalité tridimensionnelle, c'est-à-dire des images qui nous entourent. Voilà. Et donc, ce sont des choses qui sont explicables. Donc, moi, je le fais dans mes journées, comme par exemple Wake Up Day. Je fais des journées entières qui commencent à 9 heures le matin jusqu'à environ 19 heures le soir, en soirée, où je donne toutes ces informations et beaucoup plus encore, puisque je garde toujours des informations encore supplémentaires lors de ces journées. Et donc, je vous invite aussi, si vous voulez, à aller sur mon site, donc Projet Alpha. D'ailleurs, si Agnès, elle est parmi nous, elle peut mettre le lien de mon site où vous allez voir les dates actuelles qui sont proposées. Donc je vais être à Brest, je vais être à Mâcon, je vais être en Alsace, c'est à la rentrée, à Paris de nouveau. Il y a plein de dates, donc aussi à Nantes. Donc Nantes, c'est pour bientôt. Donc s'il y a des amis nantais qui seraient intéressés participer au Wake Up Day parce que là, il n'y a pas trop de personnes inscrites pour l'instant. Donc, s'il y a des personnes de la région de Nantes, je vais retourner dans le nord chez les Ch'tis. Donc, là, ça va être à Saint-Omer. Ça, c'est aussi pour la rentrée. Donc, il y a plein de dates. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Voilà. À Brest, oui, ça, c'est le 1er juin, Alexandra. Donc, je serai à Brest. Voilà. Et la Lorraine, la Lorraine, pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour la Lorraine. Mais je vous dis, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, moi, j'organise des choses au hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, il y a des personnes qui viennent, ils me disent, ah, j'aimerais bien organiser un wake-up day. Et puis donc, il y a un cahier de charge, donc il y a une certaine quantité de personnes que j'aimerais avoir sur place. Donc, et puis alors, ça s'organise comme ça. Et puis voilà, je fixe pas forcément des dates, mais je laisse venir les personnes intéressées. Et puis normalement, c'est comme ça que ça se fait. Et puis il y a souvent de très belles surprises donc lors de ces journées. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on a fait un petit tour, encore une fois, par rapport à un sujet que j'ai déjà évoqué. Mais ça fait toujours bien de reparler de ces choses-là. Et puis vous aurez remarqué qu'encore aujourd'hui, il y a eu des informations supplémentaires, nouvelles, qui se sont ajoutées. Moi, quand je suis parti, vous savez, je pourrais faire des conférences qui durent toute une année s'il faudrait. Donc, mais là, je pense qu'on a assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou bien dans 2 semaines plutôt. Donc, je ne le fais plus forcément toutes les semaines. Je laisse un petit peu de temps entre. Donc, voilà. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau live et puis on va voir quel sujet on va évoquer là. Donc je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.